Salut à tous, ici Spartan pour digitalpainting.school et designspartan.com. Cette fois-ci, je ne suis pas accompagné de Leonardus, mais de Pierre Ravenot, aussi appelé Azaï, qui est lead concept artist chez Ubisoft. Ce dernier a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions et partager un petit peu de son savoir-faire durant cette vidéo. Ainsi, Pierre nous parle de son métier, de son parcours, de son évolution graphique, mais également de son apprentissage et même de ses techniques de painting, puisqu'il va faire pendant l'interview un petit painting de personnage. J'espère que cette interview te plaira. Si jamais c'est le cas ou que tu as des questions, tu peux les poser directement à Pierre. Celui-ci est membre sur digitalpainting.school. Son pseudo est Azaï, je le répète, A-S-A-H-I. De toute façon, je vais mettre le lien vers son profil et ses galeries dans la description de l'interview. Ainsi, n'hésite pas à le retrouver sur digitalpainting.school et profite bien de cette interview. Salut. Alors, salut Pierre. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Grosso modo, je suis concept artiste maintenant. J'étais concept artiste à Gameloft et je vais passer concept artiste à Ubisoft. Ça fait 4 ans que je bosse dans le domaine et je suis autodidacte en fait. Je me suis formé moi-même en 3 ans et demi à peu près quand j'étais encore au Japon. Là, je suis en Espagne et là, je bouge au Canada bientôt. Voilà. D'accord. Et quel a été ton parcours un petit peu plus en détail entre ta phase d'autodidacte et finalement là où tu en es aujourd'hui dans ta carrière ? En fait, ça a commencé. En fait, j'étais infographiste dans une boîte à Tokyo. C'était très très bien d'ailleurs. Hein. Mais je me suis vite aperçu quand j'ai connu le concept art que c'était pas vraiment mon truc. Le concept art, c'est quand même ou illustration d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus axé sur la créativité, puis dessiner quoi, un retour aux sources, comme quand on est des gosses. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça m'a vraiment botté. En fait, je connaissais pas du tout le métier, j'avais même pas réalisé que ça existait. Déjà parce que quand on faisait les formations à l'école, pas vraiment les formations, mais ça c'était ils nous disaient qu'est-ce que vous voulez faire comme boulot et ça, ils nous présentaient plusieurs domaines. Ça existait tout simplement pas. En plus, j'étais dans un lycée de campagne, donc ils connaissaient pas du tout les milieux artistiques. Bon, je te rassure, je sais pas si aujourd'hui c'est beaucoup plus présenté dans les dans les lycées, mais bon. Ouais, mais Internet a permis une ouverture. Les gens connaissent beaucoup plus le domaine du jeu vidéo. Le concept art est beaucoup plus présent partout. Tu vois, tu vas sur un site comme Kotaku, qui est axé très jeux vidéo. T'as une section concept art avec beaucoup d'artwork. Donc c'est beaucoup plus démocratisé qu'à l'époque. À l'époque, on avait les magazines. Hein. On avait les magazines. Et donc du coup, je me suis jamais posé la question d'où venaient ces images de magazines. Ouais, donc c'était en 2000, que je dise pas de bêtises, 2008. Ouais, 2008 que j'ai découvert le concept art vraiment via la plateforme Café Salé. Et je me suis dit allez, je lâche mon boulot et puis je me mets en plein temps là-dessus. Je me suis donné 1 an à l'origine pour le faire. Je m'étais donné 1 an pour le faire. Ouais. Ça a viré sur 3 ans et demi en fait à la maison et avec la famille de ma femme qui me supportait au final parce que j'avais pas un rond. De la première année si parce que j'avais prévu pour 1 an, mais ça a débordé sur 3 ans. J'avais la famille de ma nana au Japon qui me supportait beaucoup. T'as eu de la chance. Et ouais, j'ai eu de la chance. Je me demandais quel était le déclic finalement, parce que j'imagine que t'as quand même pas pris cette décision à la légère, à savoir un petit peu tout plaquer pour te mettre à plein temps pendant 1 an au moins sur une formation de concept artiste. Donc qu'est-ce qui a été le déclic ? Je sais pas, t'as pas eu quand même des peurs, des freins par rapport à ça ? J'essaye de pas trop penser au futur, c'est surtout ça le truc. je fais pas de plan spécifiquement. Disons que j'ai des objectifs, mais je fais pas de plan dans le temps. Et puis, je suis un peu comme ça en fait. C'est dès qu'il y a un truc que je veux ou que je veux faire, ou je me lance et sans vraiment réfléchir. Quoi. Disons que là, je savais que j'avais de la sécurité derrière parce que je vivais déjà chez les parents de ma femme. Ouais. Qui avaient une belle maison, un bon appartement où il y avait de la place pour vivre sans problème. Okay, ouais, et puis j'avais du support derrière, donc je sais. Puis au pire, je retournais en France. J'avais pas un rond, donc je sais pas comment je serais retourné en France. Grosso modo, ouais, mais je me pose pas vraiment de questions.
peut-être un peu trop passionné des fois pour ce genre de choses. D'ailleurs, ma femme me le fait remarquer assez souvent que je fais jamais aucun plan et que c'est dur d'être organisé parce qu'elle est très carrée. Et Bon, moi, je au suis moins, ça a plus. payé. Donc, Ouais, je suis plus volatile, mais ouais, je fais le saut, mais sans vraiment trop y penser, quoi. Je sais que ça fait peur un peu de se dire, ah là, je vais plus avoir de taf et tout, en plus, je touche pas d'indemnité ou de chômage ou quoi que ce soit. Au Japon, j'en touchais pas. ouais. Donc c'était vraiment le saut dans le vide, quoi. Mais ça me dérangeait pas plus que ça, en fait. C'est là, c'est un peu le cliché de l'artiste passionné, justement un peu volatile, mais c'est bien. Ouais, je pense que je suis assez cliché dans ce domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, bah, moi le premier d'ailleurs, c'est vrai que c'est justement, c'était pas une décision facile parce que j'étais dans une situation assez proche de la tienne. C'est vrai que j'étais aussi designer, j'avais déjà un emploi sécurisé. D'ailleurs, j'étais plutôt bien, c'est-à-dire que je bossais sur des projets assez intéressants, j'avais une paye intéressante, etc. Et ça, j'ai aussi dû faire ce choix de me dire, bon, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment vers ma passion? Ou est-ce que je continue à me mettre un frein et puis je continue dans un truc qui ne me satisfait pas pleinement? Et c'est vrai que pour moi, par exemple, la décision n'a pas été aussi facile que pour toi. Je me suis posé beaucoup plus de questions. J'ai vraiment cherché à réfléchir. Bon, bah, comment est-ce que je vais sécuriser ça? Dans le pire des cas, qu'est-ce que je fais si jamais ça échoue, etc. Donc, je vois très bien par quoi t'es passé et je peux que féliciter ton courage. Oh bah non, je pense que c'est plus de l'ignorance et de la stupidité que du courage. Je me suis pas posé autant de questions. En fait, c'est toi qui te poses des questions. Hein. C'est pas moi. Moi, je me suis posé aucune question. Il y avait aucun courage là-dedans. Ah, je t'envie. C'était juste ah bah je fonce. Sur un coup de tête, quoi. Ouais. Ouais, c'est les coups de tête, c'est ça. Ah, Disons que c'est que je peux pas rester dans un endroit où je m'ennuie. Ouais. En fait, où c'est la routine. Et en fait, le boulot, là, je venais de clore, enfin en infographie, là, je venais de clore un gros projet. Et je sais que j'allais pas en ravoir avant une plombe. Du coup, je me suis dit le timing parfait pour se barrer. Ouais. Et parce que je commençais à m'ennuyer, et puis oui, de toute façon, j'allais m'ennuyer encore plus. Là. Ça, je pense que c'est vraiment un point commun qu'on a tous. Il arrive un stade où on peut pas rester dans quelque chose qui nous ennuie. On est obligé d'être dans quelque chose qui nous stimule. On a besoin de créativité. C'est ça que je connais personne qui soit concept artiste, illustrateur, et qui à côté fasse quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, à part bien sûr s'il a besoin d'en vivre, mais je pense qu'on est tous, on a tous cette frustration, cette peur de l'ennui. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est la routine, ça me frustre en fait. Et c'est pareil, l'endroit où je vis là, bon là ça faisait 4 ans que j'étais à Madrid. J'aime beaucoup l'endroit. Mais ça commençait à devenir trop routinier, je sais pas si ça se dit. Ouais, c'est besoin de changement alors. Ouais, besoin de changement et du coup bon bah j'ai prospecté un peu par-ci par-là et puis j'ai trouvé cette opportunité au Canada et ce continent là j'ai jamais été donc nickel. Ouais bah ouais, encore un nouveau continent, voilà un de plus. Du coup pour résumer en fait t'es parti de France, t'as passé 3-4 ans au Japon, c'est ça? 7 ans au Japon en tout. 7 ans, ah oui d'accord. Ouais. Et t'as fui Fukushima. Voilà un peu ouais. C'est ça, voilà. Puis t'es allé ensuite à Madrid, donc c'est là où tu as rejoint Gameloft, si je me trompe pas, en tant que concept artiste. Exactement. Ok, bah est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu d'ailleurs quelles étaient tes missions? Parce que est-ce que c'était la première fois que tu bossais en studio? Ouais, c'était la première fois que je bossais en studio. Avant, je faisais un petit peu de freelance, mais pas des masses non plus. Mais en fait, quand j'étais embauché à Gameloft, c'était pour ce qu'ils appellent la PAC Team. C'est la team qui s'occupe de faire toutes les créations marketing. Ouais. Donc ils demandaient illustrateur, concept artiste. Donc c'est beaucoup de travail de composition, là où j'étais super nul d'ailleurs. Et ouais, travail de composition, puis réutiliser beaucoup d'éléments 3D des jeux pour en faire des artworks finales, des illustrations finales pour promouvoir leurs produits quoi, sur l'App Store, sur Android, Google Store, ou trucs comme ça. Du coup, c'est-à-dire qu'on te filait des bases 3D, c'est ça, quelquefois, avec des volumes posés, une caméra, et puis c'est toi qui repeignais par-dessus ou? En fait, nous on faisait en 2D parce que la team était séparée en 2D, 3D. Ouais. La 2D faisait la composition avec mettre des couleurs très rapides, mais très sketchy. Ouais. Et ensuite, quand elle était approuvée, on l'envoyait à la 3D qui s'occupait eux de faire les éléments en high poly, avec beaucoup de polygones, très détaillé. Ouais, très détaillé. Ok. Et ensuite, ils faisaient toute la compo en 3D. Et nous, on refaisait des retouches par-dessus, quoi, souvent. Et il y a des rares fois où, il y avait quelques fois où on faisait de A à Z en 2D, ouais, aussi.
Mais généralement, la politique de Gameloft, ils aimaient bien parce que ça, ils sont un peu casual pour tout le monde. Ils aimaient Ouais. bien avoir les artworks en 3D. D'accord. Du coup, tu faisais un petit peu de tout. Tu faisais des paysages, des environnements, des véhicules. Qu'est-ce que tu faisais exactement, concrètement? Bon, ouais, je faisais pas grand-chose en fait, parce que je suis passé très vite lead 2D parce que je parlais français, parce que j'étais français, et comme le directeur artistique là-bas était qui était à Paris d'ailleurs lui, était français, et puis son anglais c'était pas encore trop ça. Il préférait communiquer avec des Français dans tous les cas. Du coup, Ouais. je suis passé lead très rapidement, et puis bon, enfin lead coordinateur ça s'appelait, parce qu'il voulait pas dire lead exactement, il veut dire coordinateur. Je pense que lead ça impliquait d'augmenter ton salaire et tout. Attends, ils sont pas fous quand même, hein. Ils ont préféré dire coordinateur. Mais ils ont quand même Ok. augmenté mon salaire, ils ont pas été méchants. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'était coordonner toute la team 2D, un peu de la 3D aussi, même s'ils avaient leur propre lead aussi, et, avec les producteurs aussi, Ouais. les directeurs artistiques. Et ouais, c'était parce que c'est une grosse hiérarchie, hein, c'est une usine à gaz hein, quand même, Gameloft. Il Ouais, y a bah, vraiment beaucoup. j'imagine, ouais, chacun a sa place, c'est une machine bien huilée. Ouais, et puis c'est très très lourd en hiérarchie aussi. Et encore en Pack Team, on a de la chance qu'on était souvent, on avait accès plus directement au HQ donc que en développement par exemple. Ouais. Mais ça a duré que 1 an, hein, parce que je m'ennuyais sévère. Et il y a une place qui s'est ouverte en concept art dans le même studio en fait, en développement. Ok. Et j'ai sauté sur l'occasion directe. D'accord, donc c'est-à-dire que tu es passé du coin marketing Voilà, à développement concept art, c'est ça? exactement. Ok, Et je me suis bien éclaté là-bas. d'accord. Et tu bossais toujours autant avec les équipes 3D? Ouais, par contre, ouais. Ouais. Du coup, différemment, parce qu'en fait, en Pack Team, on était plus liés du fait que le produit final, enfin, on avait tous la main mise sur le produit final, quoi. C'est-à-dire, la Mhm. 3D était la partie intégrante aussi du produit final, et la 2D aussi. Tandis que en développement, c'est plutôt la 3D qui est le produit final. C'est ce qui va être dans le jeu, Ouais. quoi. Ouais, là c'est Euh, vraiment de la pré-prod. voilà, donc moi je faisais plus de la pré-prod, de la recherche de design et tout. Mais c'était beaucoup plus intéressant parce que il y avait moins besoin de faire peut-être du détail, du rendu, de la finition, et plus se Mhm. concentrer sur vraiment l'idée, les formes, la lisibilité, les trucs comme ça, quoi. Donc Trucs histoire que vraiment. ce soit bien clair, parce que peut-être que tout le monde qui va nous regarder ne sait pas exactement ce que c'est un concept artiste. Donc on est bien d'accord que il y a une différence entre le concept artiste et l'illustrateur. L'illustrateur, lui, va plutôt faire des illustrations finies, fignolées, qui vont être présentées au public, tandis que le concept artiste, tu m'arrêtes si je me trompe, va plutôt faire un travail de pré-production et donc aider les équipes 3D, par exemple, qui vont ensuite refaire le même travail, mais de façon finalisée, et ensuite ce sera présenté au public. C'est-à-dire que c'est pas ton travail en tant que concept artiste qui est présenté tout de suite au public, mais c'est ça, tu aides en fait, tu es, on va dire, une étape en amont du projet qui va ensuite aider les autres équipes créatives à bosser dessus. Ah, c'est exactement ça. Je sais pas si c'était très clair, mais Voilà. Non, non, si c'était clair. Bah, en grosso modo, oui, nous on prépare les artworks, les dessins, les illustrations, les personnages, environnements que les artistes 3D vont devoir faire, quoi. ouais. Et Les c'est donc artistes pour ça que 3D, c'est très mitigé. Il y a des gens qui sont très très bons techniquement et qui sont pas géniaux artistiquement. Et à l'inverse, il y en a des gens qui sont très bons artistiquement mais qui sont un peu moins bons techniquement. Enfin, il y a vraiment de tout. Du coup, on va ouais, pas dire aux artistes 3D, créer un personnage. Généralement, ils ont besoin de toute façon, même si on leur dit ça, ils vont devoir faire du sketch avant, ils vont créer des personnages en 2D, enfin, ils vont dessiner un peu avant de pouvoir créer quelque chose en 3D. Ils ont besoin d'un support, en fait, ouais. en 3D. Et C'est très donc, dur de créer à partir de rien. Quoique avec ZBrush, maintenant, c'est plus facile, mais pour avoir un design solide qui se tient, il faut mieux quand même passer par la 2D. voilà. Et c'est là que les concept artistes entrent en jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs justement que tes travaux n'ont pas besoin d'être fignolés, d'être super détaillés, parce que ça sert principalement aux équipes suivantes, juste pour qu'elles aient suffisamment d'informations pour pouvoir modéliser et passer à la suite. Exactement. Ok. Alors écoute, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être quelle était ta journée type au studio? Au studio, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein. C'était, nous, on avait comment ça s'appelait déjà? C'est des heures flexibles un peu, ouais, c'est ça, où on pouvait arriver. Alors, Ouais, c'était c'est bien pas, ça. c'était semi-flexible, hein, parce que c'était entre 8 heures et 10 heures, je crois.
vers la fin. Ouais. Donc bien sûr, t'arrivais à 7h50. Bien sûr, j'arrivais non, vers la fin, j'arrivais plus vers 9h30, donc ça va. Oh, Bon, par contre, si tu arrives tard, tu restes plus tard aussi, quoi. ouais, ce qui est normal. Voilà. Donc, faut choisir. Mais comme je suis pas du matin. Et du coup, je me demande, tiens, une question qui me vient. Est-ce que tu avais un quota d'heures à faire ou est-ce que c'était plutôt, une fois que tu as rempli ton objectif, ta mission de la journée, tu peux rentrer chez toi, peu importe s'il te reste en théorie encore 2 heures de travail, tant que tu as fait ton taf? Alors, par exemple, tu pourrais quitter. C'est par semaine en fait qui compte. Ouais, En tout cas, je sais pas si les autres studios fonctionnent de la même façon. Le nôtre fonctionnait comme ça. C'est grosso modo, t'as un quota d'heures à faire pour ta semaine. Et après, ça doit t'organiser comme tu veux. Mais t'as aussi certaines heures où t'es obligé d'être là. Entre 10h et 6h, par exemple, t'es obligé d'être présent. Et, sauf le vendredi, parce que vendredi en Espagne, on finissait à 3h30, je crois. 3h, 3h30 de l'après-midi. Ça, c'était bien, par contre. Ça va me manquer. j'imagine. Ouais, c'est puis le climat qui était quand même assez sympa. Ah oui, j'avoue que là, on est quasiment, enfin là, il fait pas très très beau, mais sinon, c'est quasiment l'été, là, bientôt. Parce que surtout que maintenant tu vas partir pour Montréal, si je me trompe pas. Non, c'est pas Montréal. J'ai plus de chance que ça. Ah, Montréal, c'est Halifax là où je vais. C'est dans la côte est. C'est un nouveau studio qui vient de s'ouvrir. C'est pas une grosse ville, mais d'accord. c'est une ville assez conséquente quand même. Du coup, c'est un nouveau studio et ouais, ils ont le Gulfstream qui passe à côté. Donc en fait, ça descend jamais en dessous de -10. Ah, ça va. Un Enfin, petit je veux dire, moins 10. ça va Oui, ça pourrait être clair. comparé à Montréal qui va à -35 ou -30. Ouais, C'est ah, ouais, assez c'est clair. fréquemment en hiver. Ouais. Et du coup, tu vas faire quoi là-bas? Enfin, si tu peux déjà en parler, du moins. Bah, je vais faire le même boulot que je faisais à Gameloft Concept Art. Après, sur les projets, là, je bosse déjà pour eux, en fait, plus ou moins À distance? à distance. Ouais, ça va être, ouais, mais je peux pas dire exactement quoi, mais ça va être cool. D'accord. C'est une section Je mobile comprends. aussi de Ubisoft. Donc c'est pour Ubisoft. Ça, tu peux quand même le dire. Oui, bah oui, je crois que là, normalement, tout devrait. Là, j'attends juste le visa, mais normalement, je suis bon, quoi. Ok, ça roule. Bah, je te propose de revenir un petit peu sur une partie qui est très intéressante, parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est quand même assez atypique. C'est ce côté vraiment d'autodidacte. Mhm. C'est-à-dire que tu t'es lancé ce défi bah, d'apprendre finalement seul chez toi le concept art bah, finalement face à ton écran, puisque tu n'as pas fait d'école, tu n'as pas fait les beaux-arts, tu n'as pas non plus fait d'école de concept design, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, finalement d'où ça t'est venu et comment est-ce que tu t'organisais? Parce que j'imagine que tu n'as pas non plus fait ça au jour le jour complètement. Non, ouais, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, enfin, j'avais commencé un peu quand je bossais encore dans la boîte d'infographie. Je faisais du speed painting, c'est là que j'ai découvert ça. Enfin, j'ai découvert le speed painting en premier. Et je me suis dit, ah, c'est cool, je vais tester. Puis, du coup, je me suis inscrit sur Café Salé. Où j'ai vu que, en fait, on pouvait progresser par soi-même un peu. Parce que, forcément, à force de pratiquer et tout ça, on pouvait progresser. Et j'ai jamais eu la nécessité, enfin, ou même, je me suis jamais questionné, disant, ça serait bien de faire une école ou quoi que ce soit. En fait, j'ai jamais, je savais même pas qu'il y avait des écoles, déjà, je pense, artistiques ou concept art, Ouais. à part ça, les beaux-arts, mais les beaux-arts, je sais, je les ai déjà fait un petit peu et c'est pas du tout ça me bottait pas du tout. Je crois que t'es pas trop, t'aimes pas trop les cours, il me semble, non? Non, j'aime pas trop le système d'éducation, enfin éducation quoi. Enfin, ah, je sais pas, j'ai un problème avec ça. J'aime pas rester enfermé dans une salle et à me dire ce que je dois faire. Je préfère étudier, en fait, ce que j'ai envie d'étudier, parce que je sais que je serai motivé, et passionné par ça, Mm. plutôt qu'on me force à étudier quelque chose dont j'ai pas envie et qui m'intéresse peut-être pas sur le moment et auquel je pourrais m'intéresser plus tard. Mais c'est juste que là, en ce moment, tout de suite, c'est pas le bon moment pour apprendre Ouais. ça pour moi. Donc je préfère y aller à l'instinct et dire tiens, bah, je préfère faire par exemple du personnage en ce moment, ou après c'est bosser l'enviro et pas vice versa, genre un prof qui me dit ah bah non mais cette semaine c'est enviro, ah oui mais j'ai envie de dessiner, là je suis motivé pour dessiner du perso quoi. Donc tu vois, je prends plutôt mes envies parce que je sais que ça va porter ses fruits. Je me force jamais enfin quasiment je me suis jamais forcé à faire ce que j'avais pas envie de faire pour apprendre en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis dit que ouais, tu peux tout à fait progresser tout seul. Café Salé, j'ai commencé à recevoir des critiques très constructives. Du coup, Je t'arrête juste une seconde, là c'est assez intéressant ce que tu dis. Donc c'est-à-dire que Café Salé, rappelons-le, c'était une communauté en fait francophone, un forum qui existait à l'époque, enfin qui existe d'ailleurs toujours, mais qui est plutôt inactif, donc sur l'illustration et le concept art. Et donc ce que tu nous dis, c'est que ça t'a quand même beaucoup aidé, et notamment le fait de recevoir des critiques de la part d'autres artistes.
Exactement, ouais. Il y avait quelques artistes qui tournaient bien, des bons en plus, hein, des très très bons, qui sont toujours aussi bons d'ailleurs. Et ouais, ils te donnaient beaucoup de conseils, de critiques, ça pour t'améliorer, pour changer des choses en composition ou en volume ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, on peut vraiment apprendre à partir de ça. Enfin, je me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était juste naturel, parce que en fait, ils vont rebondir sur ce que tu fais, enfin, ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, et pas rebondir sur ce que tu as été forcé de faire. Enfin, tu vois, par exemple, comme dans une école, tu vas faire, vous allez faire, je sais pas, une plaquette pour l'EDF, tu vois, et vous allez faire un petit dessin illustratif dessus, quoi. Enfin, t'as pas envie de faire ça, forcément. Ouais, c'est naze. Ouais, et puis déjà, hein, c'est pas forcément, oui, c'est pas jovial, et puis t'as pas vraiment envie de faire ça. Surtout si t'avais envie de faire de l'environnement à ce moment-là. Donc en fait, peu importe ce que je faisais, suivant mes envies, je pouvais recevoir des critiques sur ces points-là. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même vachement plus rapide que d'aller dans une école où je vais voir beaucoup de choses qui m'intéressent pas forcément au moment présent. Ouais, et puis en plus, bon, tu vois beaucoup de choses que tu utiliseras peut-être jamais, qui sont peut-être bonnes à savoir, je sais pas, mais tu vois, maintenant, si j'ai envie de savoir quelque chose, je vais sur Google et je cherche. Ouais, du coup, je pense que je perds moins de temps, enfin que je perdais moins de temps à apprendre par moi-même, à me focaliser sur les points dont j'avais envie de me focaliser et de bosser, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es fait, enfin, en plus de tes visites quotidiennes sur Café Salé, est-ce que tu avais une espèce de plan en tête? Est-ce que tu suivais peut-être des tutoriels, des formations, des cours ou des exercices? Bah, ouais, non, il n'y avait pas grand-chose en fait à cette époque-là, quoi. Enfin, en 2008, c'est pas si vieux en plus, hein, mais Mhm. il y avait pas des masses en fait, surtout pas aux communautés, enfin en français déjà, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Alors je regardais des fois des trucs en anglais, mais c'est pareil, c'était souvent Massive Lac qui crée ces contenus. Et c'était assez cher, surtout que j'avais vraiment pas un rond, quoi. Donc j'étais à zéro, quoi. Mhm. Donc ouais, non, j'avais pas non, je regardais pas en fait, quasiment pas. Parce que je te dis, il y avait pas grand-chose. Donc, Du coup, tu peignais plus au jour le jour ce que tu avais envie de faire, et puis t'as exactement. progressé comme ça au fil de l'eau. Ouais, regardez, il y avait quoi, CJHub, conceptart.org aussi, .org. Tu regardais un peu ce qu'ils faisaient les gars, tu te faisais inspirer, enfin, tu sentais l'inspiration monter et hop, tu crées, quoi. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite sur ce que tu nous affiches à l'écran, à savoir ce petit croquis de speed painting? Ok, bah on peut se lancer. Allez, c'est parti. Moi, je vais continuer à t'embêter avec quelques questions pas trop lourdes, on va dire. Ah, il y a un petit truc que je voulais montrer. Vas-y, Alors, faut vas-y. que j'essaie de le trouver. J'avais complètement oublié. C'était justement quand tu parlais du passage de la 2D à la 3D. Mhm. En fait, au concept art, le boulot, parce que j'avais vraiment l'exemple en fait où tu voyais, ben le personnage que j'avais designé en 2D, est-ce qu'il est devenu en 3D Ouais, ensuite, et le je pensais cheminement. que ça Ouais. pouvait être vraiment intéressant. Ouais, carrément. Oui, et puis je pense que avant de passer au croquis, on va peut-être encore passer vite fait en revue ton évolution. En fait, j'ai failli oublier ton Ah oui, évolution en termes de création graphique. ah oui, j'ai fait tout un tout un dossier pour ça. Ok. Alors, c'est con qui passe à la trappe, merde. Ah bah oui, mince. Donc là, sont des modèles low poly qui ont été utilisés directement dans le jeu. Exactement. Ok. Donc le rendu, il a été fait sous Keyshot, donc c'est pas le rendu dans le jeu, enfin, au niveau Mhm. des éclairages et tout, mais on s'en rapprochait pas mal. Surtout que c'est pour du mobile, hein, faut pas oublier que c'est Oui, ouais, donc grosse contrainte au niveau des ouais, performances. contrainte. Oui, enfin voilà, c'est par exemple c'est ce personnage-là là, dont j'avais fait Ouais, ouais, effectivement. le concept. Et à partir de là, les artistes 3D, on peut réussir à. Il y a certaines couleurs qui doivent pas être tout à fait bonnes, mais C'est quand même resté vachement fidèle à tes concepts initiaux, en fait. oui, voilà, ils modifient là où ils ont besoin vraiment de modifier, mais sinon, puis il y a des fois, en fait, suivant l'artiste 3D, je vais mettre plus ou moins de détails, parce il y en a qui sont très confiants en rajoutant leurs touches, c'est-à-dire en Mhm. rajoutant des petits détails, des choses comme ça. Ah, c'est Et intéressant. Du coup, tu laisses une certaine liberté, en quelque sorte, au suivant. oui, voilà, j'ai fait, bah, toi, à Mhm. partir de ces crowbars que je te montrais là, ouais, cela. C'est pas quand même super détaillé, Ouais. donc ça laisse quand même, je sais pas, ouais, un peu de, toi, par exemple, ils peuvent tout à fait faire ce qu'ils veulent sur les pièces en détail là, parce qu'il y a rien, c'est du gribouillis, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Du t'as coup, je pense d'autres que c'est... personnes, Ouais, pardon, vas-y. ouais, et je disais que t'as d'autres personnes, par contre, des artistes 3D qui sont beaucoup plus confiants quand vraiment tout est détaillé
au poil de fesses, j'ai envie de dire. Je vois. Ok, mais du coup, c'est quand même assez gratifiant alors finalement d'ouvrir le jeu et de voir ton propre concept qui prend vie. Et alors c'est assez marrant parce que je pensais que ça allait être le cas avant d'y bosser. Et en fait, j'ai passé tellement de temps dessus que je sais pas, ça me faisait pas grand-chose en fait enfin ce que je voyais en temps réel les modèles 3D se faire parce que c'était mes collègues qui étaient juste à côté de moi. Ouais. Et du coup, enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tous les modèles du jeu avant même de l'ouvrir, quoi. Ouais, il n'y avait plus vraiment de surprise. Ouais, c'est pas vraiment la surprise de bon, j'ouvre le jeu, je vais voir, oh mais non, c'est mon modèle qui est là. En fait non, c'est pas du tout, c'est tellement graduel que Ouais. enfin, ça me rend pas compte. Puis je joue pas sur mobile, non. Ça me fait toujours rire parce que souvent les concept artistes qui jouent sur des jeux, enfin pardon, qui travaillent sur des jeux vidéo, n'y jouent pas ensuite. Ça m'a toujours fait sourire. Mais je pense qu'il y a un côté où on commence à saturer visuellement de parce qu'une production ça dure quand même vachement longtemps, ça peut être 3 ans, peut-être de 3 ans ou 4, ça dépend des produits. Quand tu vois tous les jours les mêmes visuels, t'as pas vraiment envie de replonger dans cet univers-là, quoi. Au final, tu les vomis, t'en peux plus. Ouais, c'est ça. C'est pas que t'en peux plus, mais c'est que ça t'intéresse pas, quoi. Ça, t'es pas attiré par Ouais, les bien sûr. visuels, quoi. Ah, surtout Tu sur les as des vus, ouais, pendant temps de 3 ans. production si long. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu les as vus pendant 3 ans. T'es là, bon, bah, ouais, je connais un peu tout l'univers visuel. Donc, bon, après, il y a toujours des surprises, genre, en mécanique de gameplay et tout ça, mais, c'est pareil, tu entends tout le monde qui en parle, t'as les game designers qui sont à côté de toi, qui en parlent, entre eux, et donc, enfin, t'es au courant de tellement de choses qu'au final, le jeu au jeu, je pense que ça aurait pas la même saveur, quoi. Surtout Ouais. qu'au plus, enfin, je sais que je le faisais pas, mais il y a beaucoup les artistes 3D, ils testent les versions, en fait. Quand ils implémentent un nouveau personnage, ils le testent dans le jeu, pour voir s'il y a pas de problème. Du coup, tu vois le jeu tourner en permanence pendant ouais, un an et demi à peu près. Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc il s'améliore, c'est sûr, mais bon, ça reste quand même le même jeu. Oui, c'est comme si toi, finalement, lorsque le produit final sort, lorsque le jeu sort auprès du public, c'est un petit peu comme si tu l'avais déjà vu et revu tous les jours pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Bah exactement, c'est Au ça. final, ouais, ça te fait juste une espèce de rappel à, finalement, lorsque tu travaillais dessus, à tout ce temps Voilà, que tu as passé dessus et je tu le comprends. détestes pas, et puis c'est pas genre je le déteste ou je peux plus le voir, non, c'est juste mais je connais, en fait. C'est banal, quoi, ouais. Voilà, D'accord. je le connais, quoi. Donc c'est pour ça que mon avis qu'il y a beaucoup de concept artistes qui ne jouent pas à leur jeu. Et d'ailleurs, tiens, je pose une question un peu bête, mais est-ce qu'on a besoin d'être gamer, de jouer à des jeux vidéo pour être concept artiste pour des jeux vidéo? Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, par exemple, je joue pas du tout sur mobile. Je me suis maintenant limité aussi au niveau jeux vidéo. Je ne joue plus qu'à un seul jeu d'ailleurs, quasiment. Qui est lequel? Diablo 3. Mais du coup, je suis vachement limité. Par contre, ce qui est important, c'est d'être au courant de ce qui se passe dans l'industrie, de ce qui se fait, des nouveautés. En fait, si tu arrives à te garder informé ou rester informé et d'être au courant de tout ce qui se passe, l'actualité, je pense que ça va. T'as pas besoin de jouer parce que t'es pas game designer si tu veux. Ouais. À partir du moment où tu t'as pas besoin de créer des mécaniques de jeux vidéo, de gameplay. Toi, t'es juste axé sur le visuel, donc tu peux aller faire des tours, par exemple, sur d'autres sites ou des galeries en ligne, comme pas CGHub maintenant, mais ArtStation notamment, ou DeviantArt. Et en fait, ça suffirait. Mais c'est quand même bien de savoir les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles apportent en plus. Même si ça t'affecte pas trop en tant que concept artiste, c'est plus pour les artistes 3D. C'est juste bien de connaître, en fait. Ouais, je comprends. Du coup, t'as pas besoin d'être gamer toi-même, mais par contre, t'as quand même besoin de rester au courant de l'actualité, des nouveautés, des sorties, faire une certaine veille en quelque sorte, pour savoir où en est un petit peu l'industrie, les tendances et les jeux. Exactement. Je pense que ouais, les tendances, c'est ça, c'est le plus important. Enfin, pour un concept artiste, ce serait plus de connaître vraiment les tendances actuelles, quoi. Voir ce qui se fait, et puis essayer d'aller voir au-delà ensuite. Parce que c'est ça le truc, c'est si par exemple tu n'es pas au courant du tout de ce qui se fait, bon, tu vas créer quelque chose et dire bon bah ça c'est bien, c'est original. Ouais, mais ça a été fait il y a un an. C'est par un autre jeu, par une autre boîte. On dit ah ouais bon. Alors que ça c'est quelque chose qui est facilement, qu'on peut éviter facilement. Quand je commence à designer quelque chose, je peux me dire ouais bon ça ressemble trop à je sais pas un personnage de Mass Effect ou d'un jeu. Ouais, du coup il faut quand même avoir une certaine connaissance, une certaine culture, on va dire voilà, une culture jeu vidéo. Oui, je pense que c'est par contre oui, c'est forcément ouais. Ok. Un minimum quoi.
Du coup, on parlait juste avant des difficultés du métier de concept artiste, notamment le fait de rester longtemps en production sur le même projet. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou d'autres choses à savoir sur ce métier? Euh, ouais, enfin, ça dépend après. Je pense que ça dépend de la taille de tes boîtes. Moi, j'ai eu quelques difficultés, mais enfin, ça dépend aussi avec les directeurs artistiques que t'as. Euh, Là où j'ai eu une grosse difficulté, c'est quand on m'a commencé à me demander à faire de l'UI, user interface, ce qui est interface utilisateur, je pense, Ouais. tout Donc tous simplement. les éléments d'interface, ouais. Donc c'est pas Ouais. du tout ton métier à la base. Enfin, C'est pas c'est du tout ça. mon métier, mais des fois, pour faire une petite présentation rapide, il me dit tu peux faire ça rapidement et puis je dis non ça m'intéresse pas déjà d'une, je suis pas c'est pas mon boulot et puis si je le fais ça va pas être beau, ça va pas vendre le produit. Et Ouais. ça, c'était difficile des fois d'expliquer que tu veux. Enfin, parce qu'en fait, je suis très polyvalent personnellement. J'étais obligé parce que j'ai toujours été le seul concept artiste sur deux projets à peu près. Et du coup, ça m'a rendu très polyvalent, mais un peu trop des fois. Et les gens avaient tendance à oublier. Ouais. Pourquoi t'étais là à la base? Ouais, ouais. Et puis me demander plein de choses comme si je pouvais tout faire. Mais Ouais, ouais, je mais non. comprends. Mais c'était franchement la seule difficulté que j'ai trouvé. Il y a D'accord. beaucoup, il y a des restrictions techniques, mais ça, tu les apprends au fur et à mesure. Euh, Sinon, non, c'est plaisant comme boulot, quoi. C'est pas toujours évident de bosser un an sur le même projet. Ouais. Donc c'était bien parce que moi j'en avais deux, donc je pouvais un peu alterner. Mais bon, sinon, franchement, c'est un boulot super agréable, quoi. Qui demande beaucoup de boulot, même en dehors de comment dire, de ton temps de travail. Ça c'est pas toujours évident parce que, par exemple, j'étais sur un jeu de gladiateurs, de dieux et tout ça, qui s'appelle Gods of Rome. Et Ouais. du coup, tu dessines un peu toujours la même chose, quoi. C'est voilà, des gladiateurs, des dieux, des armes médiévales fantastiques un peu. Mais alors du coup, tu commences à perdre un peu ton sens du design pour de la science-fiction, par exemple. Ouais. Parce que tu fais que ça. Donc du coup, à la maison, obligé de rattraper un peu le coup en dessinant de la science-fiction, quoi. Ça, c'est intéressant justement ce que tu dis. C'est-à-dire que même si tu en as fait ton métier et que tu bosses déjà 8 heures par jour en tant que concept artiste, tu as quand même ce besoin de continuer à faire des créations personnelles en dehors pour rester à la page, pour rester frais au niveau de l'inspiration peut-être. Bah oui, ça, et puis aussi parce que enfin tu penses toujours au futur, que tu vas pas forcément rester dans une boîte un temps enfin super longtemps, quoi. Tu vas au bout d'un moment tu vas changer de société et que peut-être que tu seras amené à faire euh, de la science-fiction par exemple. Ouais, Et d'autres styles. si voilà, ou d'autres thèmes thématiques, et si tu en as jamais fait, déjà ils vont pas te prendre, il y a des chances qu'ils te prennent pas. Et Mhm. puis même c'est pas. Bah, je pense que aussi c'est chaque artiste a envie, enfin c'est pas tous les artistes, il y en a qui sont très bon, je reste dans la fantaisie jusqu'au bout, quoi. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont envie vraiment de toucher à tout et d'être bon dans beaucoup de domaines, quoi. Ouais. Je pense qu'ils supporteraient pas se dire que j'ai lâché j'ai lâché un domaine, quoi, en particulier. Justement, d'ailleurs, est-ce que c'est mieux d'être polyvalent par rapport à plusieurs univers ou est-ce que c'est bien de se spécialiser? Je pense que c'est bien d'être polyvalent quand même. Enfin, spécialisé en fait, enfin, tu restes dans une niche un peu, j'ai envie de dire. Ouais. Un même studio peut faire, ça dépend lesquels, mais toi ils peuvent, bon par exemple les gros studios maintenant ils sont assez, quand ils font des franchises comme Ubisoft fait pour Assassin's Creed par exemple, Ouais. bon ils restent sur du Assassin's Creed. Mais bon la thématique change ceci dit. Ça reste ancien. Bon, ça passe de l'époque des croisades à l'époque de Londres Victorienne, tout ça. victorienne. Ouais. Et enfin, ça change pas mal. Mais bon, ça reste quand même le même principe. Mais il y a d'autres studios qui vont te dire, bon bah là, on va faire un jeu de baston et enfin, toi avec des dieux. Puis je sais pas, le prochain jeu, ça sera peut-être un FPS futuriste. On sait rien. Ouais. Donc, t'as besoin de t'adapter, quoi. D'accord. Et c'est mieux enfin, personnellement, moi, j'aime pas du tout l'échec. Enfin, j'aime pas ne pas réussir quelque chose. Du coup, je me dis que ouais,
le meilleur moyen de pas échouer ou de pas rater, enfin de pas ne pas réussir quelque chose, c'est de le travailler, quoi. D'être préparé. Ouais. D'être préparé pour toute éventualité. Voilà, c'était. Ça dépend en fait. Si t'as une vie privée ou pas. Enfin, une vie, c'est ça. Ah bah j'imagine. Bah, ouais, du coup, ça t'a quand même demandé un investissement assez important, non seulement dans ta phase d'apprentissage lorsque tu étais chez toi, mais y compris lorsque tu as rejoint un studio. Finalement, tu continues toujours le concept art même en dehors du boulot, puisqu'on a dit que tu as continué sur ton temps personnel, de temps en temps à faire quelques créations personnelles. Donc finalement, tu t'arrêtes jamais vraiment complètement. Non, mais de toute façon, c'est un boulot. Faut se dire qu'il n'y a pas de fin. Donc, à partir de là, tu sais que tu vas bosser toute ta vie professionnelle et que tu apprendras toujours et qu'il faut toujours que tu apprennes parce que il y a les petits jeunes maintenant qui arrivent et ils arrivent avec leur logiciel 3D et tout ça et puis ils font des gros paint over et c'est cool, hein, c'est cool de voir d'autres techniques faire surface. Ils te sortent ce que tu sortais toi il y a 2 ans, mais je sais pas, en rien de temps, quoi. Parce qu'ils trouvent des techniques plus faciles, plus accessibles. Et le concept art, c'est que ça. Hein. C'est comment présenter une image qui présente une idée en fait, Ouais. ou un personnage n'importe, en un minimum de temps et le plus précisément possible, quoi. Avec forcément la meilleure qualité possible au niveau du design aussi. Faut pas oublier que le design c'est quand même super important. C'est à la base la raison pour laquelle il y a des concept artistes. Bien sûr. Mais ouais, c'est un boulot où tu t'arrêtes jamais en fait. Ouais, t'arrêtes vraiment jamais d'apprendre. Ça, si tu t'arrêtes trop longtemps, effectivement, comme tu as dit, tu perds un petit peu ta veille, tu perds un petit peu le fil, et puis ouais, tu te fais vite dépasser par les nouvelles techniques, parce que c'est quand même un métier, ça, où ça évolue très très vite, surtout avec l'arrivée de plus en plus de la 3D. Je pense que tu dois. D'ailleurs, est-ce que tu t'es mis justement à la 3D ou à des nouvelles méthodes sur lesquelles tu bossais pas forcément il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans? Non, parce que je sais pas. Alors, je suis pas contre la 3D, j'aime beaucoup. J'ai essayé ça. Je faisais de la 3D hein, même à un moment donné, mais j'ai toujours l'impression que je vais perdre beaucoup plus de temps à poser mes bases en 3D qu'à les dessiner en fait directement. Et du coup, je pense que la 3D elle va t'aider seulement si elle te fait gagner du temps. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai pas l'impression que ça serait le cas. Donc, Ouais. par exemple, si je faisais des images finies, terminées, enfin vraiment type illustration, je dis pourquoi pas. Ça peut aider. Ouais. Mais pour du concept, je pense que le temps que je pose une base en 3D, j'aurais déjà fini au moins 3-4 idées, quoi. D'accord. Ouais, je vois. Concept. Parce que je vois de plus en plus de concept artistes comme Thomas Stoop, par exemple, où finalement on voit une espèce d'inversion du ratio 3D-2D et qui vont commencer leur concept en 3D et qui vont aller jusqu'à une finalisation à 70 voire 80% et qui vont juste faire un petit peu de paint over à la fin pour peaufiner un petit peu les détails, la lumière, etc. Mais c'est 80% de 3D. Ouais, mais après, c'est chacun sa méthode, hein. Je pense que si ça C'est une question fonctionne de pour lui. préférence. Ouais, c'est une question de préférence. Si ça fonctionne pour lui, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'artistes, de concept artistes, enfin, même la majorité qui fonctionnent en 2D majoritairement. Hein. Ouais. De toute manière, ce qui compte, c'est la qualité finale du design, c'est pas vraiment la technique employée. Exactement. C'est peu importe la technique employée, que ce soit du photo bashing avec à mixer de la photo ou de la 3D ou de la 2D. L'important c'est le résultat final. Après, Ouais. c'est dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, c'est pas des travaux qui apparaîtront en produit final. Donc franchement, peu importe. Il y a que récemment qu'ils ont fait vraiment du concept art quelque chose de un peu marketing, j'ai envie de dire, Avec tous les promotionnel. artbooks, ouais. Bah oui, et puis même présentation pour aguicher un peu les joueurs. Tiens, on vous présente quelques nouveaux travaux, enfin concept art sur ce projet-là, sur ce produit-là, qui va bientôt Ouais, arriver. en effet. Mais alors généralement en plus, c'est des concept art de marketing, c'est-à-dire qu'ils sont retouchés, enfin où ils ont été faits spécifiquement dans cette optique-là, c'est-à-dire Mhm. qu'ils ont un niveau de rendu qui est un peu plus élevé que ce que tu pourrais faire normalement. Oui, forcément, ils en profitent pour peaufiner un petit peu si c'est montré au public. Exactement. Ouais. Et
Et voilà, je te disais qu'il y avait que récemment, enfin récemment, il y a quelques années, que ça a commencé à devenir des images publiques en fait. Parce qu'avant, c'était des images qui étaient seulement réservées pour l'interne en fait. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, je vois que tu as commencé à peindre un petit peu le croquis que tu nous avais préparé avant l'interview. Alors, je vais te poser quelques questions dessus, si ça te dérange pas pendant que tu peins. Mais pas de problème, vas-y. Déjà, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est que tu as commencé en niveau de gris. Est-ce que tu fais toujours comme ça ou est-ce que quelquefois tu commences directement en couleur? Je ne commence plus vraiment en couleur en fait. Avant, il y avait un temps où je le faisais en couleur, mais là, je préfère avoir un niveau de gris pas très poussé, mais juste au moins pour savoir d'où vient ma lumière, avoir des volumes de base Ouais, et les informations essentielles, j'ai envie de dire. d'accord. Et tu commences toujours par un croquis ou est-ce que ça t'arrive de commencer en peignant directement les masses, quelquefois? Alors, j'ai un peu des deux. J'ai Là pour l'instant, là je suis parti en croquis, mais vraiment très rough. Mais des fois, je pars aussi en silhouette. En fait, j'ai pas de procédé fixe. En fait, ça dépend Ok, vraiment ouais, de. tu varies en fonction de, Ouais, je sais pas en fonction de tes je envies. sais même pas pourquoi en fait. Ouais, c'est l'humeur peut-être. Je sais pas. Je pourrais même pas dire moi-même pourquoi je varie d'une technique à l'autre. J'en ai vraiment aucune idée. Ok. Sinon, est-ce que tu as des conseils particuliers justement lorsqu'on est, comme tu l'es, en phase de sketch, donc en phase de croquis? Est-ce qu'il y a des choses particulières où il faut porter plus d'attention? Je dirais que c'est plus la lisibilité en fait. Alors déjà la silhouette. Alors c'est vrai que c'est un peu dur de faire une silhouette, mais si on la voit quand même. Donc une silhouette qui soit bien lisible, ça veut dire que si je faisais par exemple vite fait le tracé en noir, vraiment en silhouette, faudrait que Ouais. ça soit quand même lisible en fait. Je pense que ça c'est pas la seule manière de faire, mais je pense que c'en est une qui fonctionne plutôt bien. Donc hop, je vais remplir ça en noir. Voilà, bon, on voit à peu près que c'est un gars avec une hache et Ah, qui tient une hache, ouais. D'accord, donc faut qu'on arrive à comprendre de quoi il s'agit, quelle est la pose, quelle est l'action que le personnage est en train de faire. voilà, c'est ça. Je pense que c'est la base déjà d'avoir une bonne silhouette assez forte. Mhm. Après ensuite, je dirais que c'est les masses en fait, la lisibilité de ton personnage. Donc faire varier les masses. Par exemple, toi là, j'ai les bras qui sont plus gros, Ouais. j'ai la tête qui est dégagée aussi. Les vêtements ici, ça va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus travaillé, il va y avoir beaucoup plus de détails ici. Mais j'ai besoin d'avoir ces zones dégagées pour avoir une bonne balance. Par exemple, cette zone-là, ça va être juste de la peau, donc il n'y a pas beaucoup de détails sur la peau. Je veux dire, c'est de la peau, c'est lisse. Ouais. Par exemple, comment dire, le bras là, même si je fais de la côte de maille, par exemple, qui est beaucoup de détails, ça reste quand même uniforme. Je veux dire, c'est toujours de Mhm. la côte de maille, c'est toujours la même chose, le même matériau. Par contre, sur les vêtements, il va y avoir du métal, des médaillons en métal aussi, du cuir, la cape qui va être peut-être en soie ou donc tu as déjà beaucoup plus de matériaux, ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, enfin, un truc très important, c'est vraiment de varier, de voir une bonne balance générale entre forme détail, enfin, avoir beaucoup de détails et des endroits où l'œil va pouvoir se reposer un peu. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut, ouais, faut trouver un équilibre et pas vouloir détailler absolument tout partout, Non, généralement, en parce que plus, ça fasse trop, quoi. ça devient vite imbuvable en plus quand tu détailles trop tout partout. Faut vraiment laisser des zones où l'œil va pouvoir se reposer, je pense. C'est Ouais. ce qui fait le succès d'une bonne direction artistique généralement, c'est quand tu as une bonne balance entre détails et zones où tu vas pouvoir te poser, toi, des jeux comme, je sais pas, Dota 2 qui sont un peu plus cartoon, mais ouais, ils sont juste le, le niveau de détail qu'il faut en fait. Ou Mm. Diablo 3 parce que j'y joue beaucoup et ça se veut pas vraiment réaliste, hein, c'est un peu cartoon mais c'est stylisé on va dire. Mais ils ont du détail sans en faire des caisses en fait. Et Ouais. c'est agréable, tu peux rejouer ou sans te fatiguer l'œil spécifiquement. Et il y Ouais. a d'autres jeux que j'aime beaucoup, hein. Par exemple un autre jeu qui s'appelle Path of Exile, qui est un RPG hack and slash et Ouais, j'avais joué là.
il est tellement détaillé que je le trouve fatigant pour l'œil en fait. En fait, de toujours voir trop de textures partout. Ça me tendance à me fatiguer un peu visuellement. Ouais, je comprends. Et en fait, je pense que c'est pareil. Hein, il faut pour l'illustration, tu regardes même tous les grands noms d'illustration, même de l'illustration, l'illustration antique, j'allais dire, mais Traditionnel. Ouais, traditionnel, les travaux d'art de, je sais pas, des grands maîtres. Et c'est toujours pareil, ils ont une bonne balance de détaillé et de zones où on va pouvoir reposer l'œil, quoi. D'accord. Mais ça fait presque plus ou moins partie de la silhouette. En fait, si je devais, alors attends, je vais faire un petit exemple vite fait. Si je devais vite fait résumer la silhouette, donc très important, truc comme ça. Je vais reprendre un peu mon personnage. Tu nous gâtes là. Et t'as vu ça? Je suis un méchant. Et ensuite, dans cette silhouette-là, je pense que le truc serait d'apporter, de dire, bon, ok, alors j'ai quoi comme forme, généralement? Donc j'aurais le visage qui serait là, par exemple. Ouais. Ensuite, j'ai le bras qui fait comme ça. Et ensuite, je sais pas, j'ai peut-être une jambe, et les jambes, c'est bien aussi. Ça permet de lire rapidement un personnage, en fait. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu choisis un petit peu. Et une ceinture, par exemple. Et là, tu vois, tu lis beaucoup plus le personnage qu'avant, en fait, la silhouette. La silhouette était déjà lisible, mais là, tu as augmenté encore ton niveau de lisibilité. Et après, à partir de là, c'est juste travailler, en fait, tes designs à l'intérieur. D'accord, ouais, je vois parfaitement. Donc, comme vous le voyez, Pierre est très très pédagogue. Il explique très bien. C'est d'ailleurs lui qui m'a beaucoup aidé. Hein. C'est en quelque sorte un de mes mentors, parce qu'il a beaucoup critiqué mes créations depuis déjà quelques temps. Depuis l'époque où il y avait un forum bien mystérieux qui s'appelait Lasco Painter, qui existe d'ailleurs toujours, mais qui a plus la même activité qu'autrefois. Peut-être en parler d'ailleurs très rapidement, parce que c'est un petit peu le sujet quand même de ces interviews, c'est aussi cet aspect communautaire, puisque tu avais quand même créé avec l'aide de, je crois que c'était Papayou, je ne sais plus. Je sais plus, il y avait Prospace, je sais plus en tout cas. Ouais, toute la petite communauté Café Salé qu'on était à l'époque. On avait commencé à créer un forum en fait, qui était plus dédié au speed painting en fait à l'origine. C'était vraiment le truc. Et ouais, ça avait bien fonctionné hein, pendant un moment. Puis bon, chacun a trouvé un peu son propre taf, d'autres occupations, moins le temps de s'en occuper. Du coup, on l'a délégué à d'autres personnes qui ont pris le relais. Et puis après, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait avec. J'ai pas regardé. Non, mais j'étais pas spécialement j'étais attaché du fait que c'était un peu, ça fait une partie de l'histoire de l'histoire. Voilà, de mon évolution, mais c'est, je suis pas non plus attaché au truc. Ah, vous faites pas de la merde avec, hein, s'il vous plaît. Pour le langage, mais. Le flic de Lasco. Ouais, non, je vais pas du tout. C'était genre bon, c'était sympa, c'est passé maintenant. Donc. C'est passé à autre chose. Voilà. Du coup, ça a quand même été quelque chose d'important, on va dire, pour toi en termes de. Lorsque tu as grandi finalement en tant qu'artiste, ça t'a permis de progresser peut-être, ça t'a permis de passer certains paliers. Comment tu te sens par rapport à Lasco Painter? Je pense pas que Lasco Painter, triste à dire, mais apporté tant que ça en fait. Peut-être plus au plan personnel, au plan professionnel. Ou sur la motivation peut-être? Non, même pas. Je pense que personnel, c'est comme j'étais modérateur, administrateur, c'était plus là où j'ai beaucoup appris, et ce qui est très important aussi d'ailleurs, c'était comment gérer un peu les différentes personnalités que tu peux rencontrer en fait. Et surtout sur des forums via internet, généralement les gens sont un peu plus ouverts et un peu plus vocaux qu'ils le seraient en face à face. Ouais, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait mes erreurs, j'ai appris de ces erreurs-là, quoi. J'espère. Et ça c'était bien par contre. Ouais. C'est un truc que j'ai gardé. Au niveau artistique, non, je pense pas que j'ai appris grand-chose là-bas. J'ai beaucoup plus appris sur Café Salé, je pense. Par contre, t'as permis à pas mal d'autres d'apprendre, en revanche, de toi et des autres membres. Oui, je suis parti, donc je sais pourquoi je dis ça. C'était le but aussi, hein. C'était pouvoir échanger, partager.
Donc c'est très cool si ça a pu te permettre à toi et à d'autres de progresser. J'en suis convaincu. C'est vraiment le but. Moi, je te dis, personnellement, je pense pas avoir progressé des masses avec Café Salé. Pas avec Café Salé, avec Lasco. Lasco, ouais. Mais j'ai progressé sur d'autres plans et pour ça, c'est très valuable. Enfin, ça vaut le coup. C'est peut-être aussi parce que tu avais justement fondé Lasco lorsque tu avais déjà atteint un certain niveau finalement. Tu avais déjà un petit peu des bases solides et tu voulais peut-être déjà un petit peu passer le relais finalement au suivant, ou je me trompe? Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y avait un peu de ça où je me disais, c'est bon, là, je commence à faire mon chemin. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire, mais ça va prendre du temps. Donc, entre-temps, on peut toujours essayer de partager un maximum, et puis aussi s'amuser, hein, parce que c'était un peu le but. Faut pas se le cacher, on avait créé Lasco pour s'amuser entre nous, et puis avoir une plateforme dédiée au speed painting. C'était plus dédié au speed painting, si je me souviens bien d'ailleurs, qu'autre chose. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait déjà Café Salé, dont on était tous membres et qu'on aimait beaucoup à l'époque. Ça bougeait encore pas mal, hein, Café Salé à l'époque. Et mais c'était juste pour avoir notre petite plateforme à nous, tranquille, avec accès sur le speed painting, quoi. Ok. Ouais, on n'a jamais essayé de faire de la compétition ou quoi que ce soit avec Café Salé. Pour nous, c'était vraiment deux trucs différents. Ouais, juste pour s'éclater finalement. Voilà, et puis se compléter, quoi. Ok. Je vais te poser une autre question. Tiens, je vais revenir un petit peu sur ton premier emploi en tant que concept artiste, sur tes premières missions. Comment tu as réussi à finalement passer du côté professionnel? Puisque je pense qu'au début, bien sûr, tu peignais en tant qu'amateur. Et comment tu as réussi à mettre un pied dans le monde professionnel? Vaste question. Disons, par exemple, Gameloft, j'ai pas toujours tout apprécié de Gameloft. C'était dans l'ensemble une très bonne compagnie, par contre. Et un des plus gros points de Gameloft, c'était en fait qu'il laissait beaucoup de chance aux gens avec peu d'expérience. En fait, je pense que d'un point de vue technique, ça leur coûte moins cher, c'est sûr. Ouais. Ils embauchent des juniors, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça permet vraiment à beaucoup de gens qui sont à un niveau professionnel presque là, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de trouver une boîte parce que la plupart des boîtes demandent 10 ans d'expérience ou trucs comme ça. Ou alors il y a une ouverture, mais il y a un poste de concept artiste chez Blizzard. Qu'est-ce que tu veux aller toi en tant que junior, même pas junior, tu vas pas tester Blizzard, c'est même pas la peine. Enfin, tu peux, hein. Mais tu peux être déçu, tu as le droit de te faire du mal, mais oui, déjà parce qu'en plus c'est les US et si t'as pas d'expérience de boulot, t'auras beaucoup de difficultés à choper ton visa. Déjà, c'est pas la peine. Mais disons Gameloft, ils permettent à beaucoup de juniors de devenir déjà un junior et de prendre leur marque. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que si maintenant il y en a parmi nous qui nous regardent, et je sais qu'il y en a d'ailleurs de nombreuses personnes dont c'est le cas, qui veulent devenir concept artiste, il faut pas s'imaginer sortir tout de suite d'une école ou avoir fait ses premières heures de cours, ses premiers paintings, avoir fait son portfolio tout frais et ensuite toquer à la porte de Blizzard ou de CD Projekt Red ou de n'importe quel grand studio de jeux vidéo. En général, il faut d'abord passer par des plus petits studios, faire son expérience et ensuite essayer d'atteindre des studios un peu plus renommés. Souvent, ils demandent, je crois, jusqu'à 3, 4, voire 5 années d'expérience minimum en tant que concept artiste avant de recruter dans ces studios-là. Alors, ceci dit, les 3-4 ans de concept artiste, c'est aussi un peu un moyen de filtrer. Oui, voilà. Ils vont filtrer beaucoup, c'est-à-dire les gens, quand ils voient les 3-4 ans d'expérience en tant que concept artiste, ils se disent ça sert à rien que je postule. Et déjà, ils ont filtré beaucoup de gens, tu vois, comme ça. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'ils en prennent quand même. Ouais. Ils peuvent en prendre quand même. Ça veut dire que ça les limite pas. C'est juste que ça commence déjà par filtrer les gens qui ont moins d'expérience. Et ensuite, par exemple, si toi, que t'as pas beaucoup d'expérience, t'as genre 1 an, 2 ans, que tu postules quand même, mais je pense qu'ils le regardent quand même. Hein. Ils vont pas regarder tes dates de saison sur ton CV. Alors, il a travaillé de quand à quand. Alors, son portfolio, il est génial, mais par contre, il a que 2 ans. Bon, non, on le prend pas. Oui, bien sûr. C'est justement un métier d'ailleurs où justement le CV, le parcours n'a que très très peu d'importance. La seule chose qui compte quasiment, c'est ton portfolio, c'est ce que tu sais faire. Exactement. Le CV, je sais même pas s'il le regarde vite fait. S'il le regarde, c'est juste pour te faire comment dire,
Une proposition de salaire, grosso modo, voilà. Parce que D'accord. grosso modo, si tu as 5 ans, 4 ans d'expérience, tu vas pas rentrer en tant que junior, par exemple. Tu vas... Et donc, ton salaire change en fonction de si tu es junior, senior ou enfin, normal, je veux dire, ou lead ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils regardent souvent pour ça. Mais ça, c'est pas le directeur artistique qui regarde ton CV vraiment, ou juste par curiosité, voir les boîtes que tu as faites. Mais c'est plus les gens qui sont dans le côté business. Ouais, Enfin, ceux business. qui ont lâché l'argent. Voilà, c'est ça. Ah bon, bah lui, ouais, il a quand même 5 ans d'expérience. Donc on va peut-être pas lui mettre le salaire d'un junior, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr. Du coup, je me demande, c'est à partir de quelle étape où tu vas passer en couleur? Est-ce que tu attends d'être 100% finalisé ou est-ce que c'est plutôt un jalon intermédiaire? Tu dis, bon, là, j'ai posé les formes, j'ai posé ce qu'il faut et je détaillerai ensuite après la couleur. Disons que j'essaye d'avoir, ouais, comme je disais, les volumes de base, plus ou moins l'intention. Et ensuite, je pourrais passer à la couleur, mais je vais pas détailler non plus parce que plus tu détailles, plus ça va être, enfin, plus c'est dur de passer à la couleur après. Donc là, toi, Ouais. vraiment, j'ai juste des réflexions, des volumes. J'aimerais avoir mes valeurs globales assez contrôlées, en fait. Ouais. Avoir du contrôle sur mes valeurs. Ah, je Et comprends. ensuite, je pourrais passer à la couleur si j'estime qu'elles sont bonnes, quoi. Pour D'accord. l'instant, je suis pas non plus convaincu, surtout parce que je suis en train de parler en même temps. Et c'est pas évident de faire les deux. Ouais, je sais, ça déconcentre. Ouais, c'est pas Je toujours suis pas évident. sympa. Non, mais c'est cool, c'est un bon exercice, de toute façon. Mm. Mais du coup, ça va être enfin, j'avais complètement oublié la couleur, tu vois, par exemple. T'étais dans ta zone, dans ta bulle. Ouais, c'est ça, j'étais en mode automatique, là. Ouais. D'ailleurs, je vais Autopilote. parler un petit peu de tes brushes, puisque je vois que, bah, si je me trompe pas, depuis le début, t'as quasiment gardé le même brush, hein, c'est ça? Ou t'as quand même changé? Oui, j'en ai qu'une, en fait, où je fais tout avec. C'était je crois que c'était celle-ci, ouais. Celle-ci, là. Celle-ci, D'accord. c'est celle de base. Ouais, voilà, parce que ça met juste un petit délai le temps que Mm. Hangout se rafraîchisse l'image. Donc ouais, là, on laisse sous les yeux, ok. C'est la 77. Alors, celle-là, vous pouvez la trouver sur un brush pack de Zedig, Alexandre Zibouane. Ou Zibouane. Oui, c'est Zibouane, ouais. On va essayer de filer le lien dans la description à la fin de la vidéo. Ouais, et il a tout un pack, et celle-là, c'est ce que j'ai trouvé vraiment super agréable, quoi. Pour Du coup, il taffer. n'y a pas besoin d'avoir forcément 300 brushes Non, pour faire le taf, quoi. j'en ai beaucoup, mais elles sont généralement très peu utilisées, en fait. Hmm. C'est juste que c'est pour des choses spécifiques. Et généralement, quand je l'enlève, je le regrette. Parce que j'ai justement cette chose spécifique à faire enfin, dans les jours qui suivent. Donc, Ouais. du coup, je les garde. Mais il y en a la moitié, enfin, je veux dire les trois quarts. J'utilise que celle-ci, en fait. Hmm. Enfin, celle de la première ligne, je dirais. Les deux premières lignes à peu près. D'accord. Et Ouais. le reste, c'est des utilisations, c'est quoi, une fois, deux fois par mois, un truc comme ça. Donc, Ok. Ouais, c'est pareil pour moi, effectivement. Je pense 80% de mes brushes qui ne me servent que 2% du temps à tout casser. exactement. Dès que tu veux faire une végétation, quelque chose de très précis, une texture particulière, c'est vrai que sinon, on reste tous sur nos mêmes brushes. Parce que je te posais cette question, parce que c'est vrai que quand on est débutant, on s'imagine souvent que c'est le brush qui va un petit peu faire le travail à notre place. Parce que Le fameux forcément, ça en jette. Voilà. Et non, c'est bien justement que de temps en temps, on nous rappelle que, bah non, c'est pas le brush qui fait le travail à ta place, il suffit d'en avoir 4-5 que tu maîtrises vraiment, et ça suffit largement pour faire un très très bon travail. Donc là, c'est Ouais, voilà. intéressant, là, tu passes par les niveaux pour revoir un petit peu tes valeurs. Alors, je vais essayer un truc, je suis pas sûr que ça marche, mais je voulais essayer quelque chose, c'était en fait, plutôt que d'utiliser, parce qu'en fait, petit cours de base. Alors par contre, il faudra que tu mettes, parce que j'ai pas le Photoshop en français. Ouais. Grosso Oui, t'inquiète. modo, il y a plusieurs modes d'incrustation pour passer à la couleur. Notamment, je crois, deux que j'utilise beaucoup. Alors, il y en a un, c'est en mode overlay. Overlay, C'est c'est incrustation. incrustation. Et overlay, grosso modo, si vous avez une base en gris, je vais refaire vite fait. Si vous avez une base en gris à 50%, toutes les couleurs que vous allez mettre par-dessus vont rester, j'ai envie de dire, vraies, un peu. Mhm. Par exemple, si je fais un dégradé sur ce truc-là, voilà, ça va être un peu dégradé. Et voir que ma couleur, elle va pas prendre du tout la même teinte en fait.
Alors sur les foncés ça fonctionne, mais toi ça devient vite grisâtre, un peu pas très joli. Ouais. Et là ça devient quasiment invisible, ça fait un truc un peu pastel, je sais pas trop. C'est pas super joyeux quoi. Donc en Ouais. fait ça fonctionne le mieux, ça fonctionne sur les valeurs proches du 50%. Donc, D'accord. et l'autre méthode pour passer en couleur, c'est le mode multiply qui est celui-ci justement, mais Donc qui ne c'est fonctionne que sur le produit blanc. en français. Voilà, produit. Mais qui ne fonctionne que sur le blanc pour avoir la couleur, j'ai envie de dire vraie. Donc, voilà, là ça fonctionne bien. Si je repasse à tout à l'heure par exemple, sur un dégradé, je vais avoir le même problème qu'avec mon overlay où mes couleurs vont être. En fait, ça additionne, multiplie Ouais. les couleurs avec. Donc en fait, on arrive vite fait à du noir. C'est pour ça qu'il faut être très prudent justement lorsqu'on utilise ces calques, enfin ces modes de fusion. Et du coup, tu donnais un conseil avant, c'était de rester proche des 50%, c'est ça, ne pas aller dans les valeurs extrêmes de couleur. Oui, voilà. Alors ça, c'est une méthode. Je fais n'importe quoi. Tu te perds dans tes calques. Voilà, ça c'est une méthode. Donc là, par exemple, je sais pas si je vais regarder à combien je suis. Enfin, je me mets à peu près à 50%. Je regarde à peu près mes valeurs. Je me dis, le personnage, il y est plus ou moins, mais pas sur certains endroits. Mais je vais avoir du mal là, en overlay, par exemple, si je le fais en mode overlay. Si je Ouais. commence à placer, voilà, toutes mes couleurs sont toutes sont pas géniales. Mhm. En fait, le but c'est soit je vais essayer de le régler d'une façon ou d'une autre pour qu'il arrive se rapproche du 50%. Mais Ouais. souvent, ce que je fais aussi, c'est additionner les deux en fait. Alors, tu peux utiliser du multiply, enfin du produit. Ouais. Donc là, ça fonctionne plus ou moins. Et au-dessus de ça, rajouter du overlay en fait. Par exemple, si je reprends la teinte, et généralement, ça marche vachement mieux. Ouais, je vois. Tu vois, j'ai ma couleur qui reste bien saturée en fait. Par contre, est-ce que ça ne foncit pas tes valeurs? Parce que du coup, là, tes valeurs vont être plus foncées qu'au début, non? Oui, légèrement, mais sinon j'ai juste à éclaircir un peu, tu vois, je peux les éclaircir. Ouais, il suffit que tu repasses au-dessus des 50% et comme ça, tu règles le problème. Voilà, exactement. Ok. Bon, ça c'est une méthode. Et après, il y a une autre méthode que je voulais tester éventuellement, c'était de passer en mode multiply quasiment tout seulement. C'est-à-dire faire, je sais pas si tu connais les rendus d'occlusion un peu. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas testé en painting parce que je sais que certains se reposent là-dessus Ouais. pour Et les poser, mais je vois ce que c'est, ouais, bien sûr. en gros, les rendus d'occlusion, ce serait comment tu pourrais définir ça? Le mieux, c'est peut-être de donner un exemple visuel. Ouais. Ouais, je pense que j'en chercherai en fait. À la base, c'est une technique qui provient en fait de l'univers de la 3D. Euh, comment définir ça si je me trompe pas, c'est là où certains endroits, notamment les plis, les creux, où en fait la lumière ne passe pas, où du coup les ombres sont très fortes. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Après, je crois que c'est la meilleure explication que je pourrais donner aussi. Quoi. C'est pas facile là comme ça. Voilà. Et à partir d'une image en occlusion, c'est-à-dire que c'est quasiment tout blanc et on a juste par exemple, comme tu disais, les replis, et les petites ombres en fait, Alors, les zones les plus sombres de l'image. voilà. Donc ce genre de partie, ce genre de partie ici, par exemple. Ça, c'est les choses qui vont apparaître dans l'occlusion. Et du coup, c'est Ok. beaucoup plus facile après, quand on a cette base, de passer en mode produit pour faire la mise en couleur. Mhm. Tout en gardant tous tes volumes, parce qu'il y a quand même en occlusion légèrement, enfin, il y a du volume encore qui reste. Il est très léger, mais il est là. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui faisait ça, alors je me rappelle pas le nom, et je la limite, faudrait je te le donnerai après. Je crois qu'il travaille comme ça d'ailleurs. Et il a vraiment des volumes mais sublimes. Bah, j'en connais un ou deux. Il y en a notamment un que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je crois que ça doit être un japonais qui s'appelle Jiu Kaze. Je le connais pas lui. Je sais pas si lui, en tout cas, je l'avais présenté sur le blog. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable le rendu final. On dirait de la 3D. C'est incroyable. Ouais, c'est chouette. Il y a vraiment des super rendus. Attends, je t'en cherche une. Là, je crois que je vais bientôt en avoir une. Ouais, ce gars-là, il est très, très, très fort. Il s'appelle. Attends, je te partage. Hop. Il s'appelle je te dirai pas le nom, comment il s'appelle en fait. Désolé. Et ce gars-là est très fort. Je pense qu'il bosse plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire qu'il a.
Ouais, il a des comment dire, des volumes qui sont très très soft. En fait, je pense qu'il Ouais, je vois ce que tu veux dire. doit partir justement d'occlusion en fait. Je sais pas s'il a un tutoriel, non, il en a pas. Ouais, ça se voit bien là-dessus. Ouais. Ouais, ça lui donne des volumes très 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 intéressants. En fait, il peut passer en couleur très facilement, quoi. Je pense que la mise en couleur doit pas lui prendre beaucoup de temps, en fait. Par contre, le travail en amont de faire tous les volumes nickel, ça doit prendre du temps. Ouais, clairement. Toulouloum. J'avais déjà préparé mon fichier en plus. Je vois que c'est bien ordonné. Ouais. Bon élève. Alors, c'est toujours marrant de commencer par les bons débuts, hein. Allez, fais-nous plaisir. Oh oui, du Nord. Alors, c'est une ville. Ah, c'est marqué City, c'est pour ça que. Alors là, c'est dur à lire, mais t'as un château ici avec un Ouais. dragon. Ouais, ça n'a aucun sens. Ah ouais. Ouais, faut que tu le regardes sous un certain angle avec. Je suis en train de tourner la tête là, en effet, pour mieux lire, mais Il faut que la lune aussi soit alignée avec avec Saturne, Plature. C'est pas mal. le fail. C'était joli. J'en étais super fier à l'époque. De celui-là, je sais pas Non, mais c'est pourquoi. intéressant. Je trouve que t'avais déjà une forme de storytelling, même si la compo était désastreuse. On sent que t'avais la volonté de raconter une histoire. Ouais, je sais pas si on peut Bon, appeler peut-être ça. pas sur celle-ci, mais Ouais, non, c'était plus du sketch. Ouais, ça c'était vraiment les tout débuts, quoi, du coup. Et je crois que 2009, j'avais commencé à bosser un peu plus. Alors c'est une base de photos, si tu veux. J'avais pris une photo à la base et j'ai fait une genre de study. ouais. Sauf que c'est une Lamborghini à l'origine. Sauf que je l'ai changé en. Alors je crois pas que j'ai peint par-dessus. Non, j'ai pas peint par-dessus. J'ai fait vraiment une study au début. Ok. Et après cette study-là, quand je l'avais plus ou moins terminé, j'avais pas fait les roues ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit ah bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais la transformer pour faire quelque chose de plus personnel. Et Ok. c'est pas mal parce que du coup, ça te fait travailler vraiment beaucoup le volume. C'était très intéressant comme exercice. Ah, on sent la progression là, au niveau des volumes, ouais. Et tu vois, là, c'était pareil. C'était plus ou moins des studies de crâne. Mais je me dis, tiens, je vais faire des crânes extraterrestres ou n'importe, en fait. Mhm. Et du coup, ça m'a permis de voir d'autres volumes, beaucoup bosser volume. Ouais, des crânes un peu phalliques, tout ça. Ouais. Sinon, après, ouais, c'était... Ah, c'est déjà vachement intéressant, je trouve, en termes de design, de volume. Ah, je me rappelle oui. de celui-là. C'était ma masterpiece de l'époque. Putain, j'en ai Ah, pas celui-là, je me rappelle. J'avais galéré pour la faire, celle-là. Ah, j'ai jamais passé autant de temps sur une Illus, même maintenant, je crois. Ah ouais. Ouais, j'avais passé un temps de fou, quoi. Ça parce que j'étais super fier de mon détail. Et puis j'étais un peu frustré aussi parce que je pouvais pas détailler plus que ça alors que j'avais juste à augmenter la taille de ma scène. Ouais. Ça c'était... Si, celui-là c'était un petit peu un coup de bol aussi, je crois. Il était plutôt bien sorti, Mhm. très inspiré par Orchimède à l'époque. Le gars qui dessine des pingouins. Marrant. Ah, présenté comme ça. Ça donne envie. Ouais, c'est le gars, il était très très fort en volume. D'accord, je trouve que le nom me dit rien là tout de suite, mais. C'était un ancien aussi. Et alors ça, visiblement, c'était fin 2009. Tout à l'heure, c'était des 2009. Je sais pas exactement quand, mais ça, c'était fin 2009. Ok. Donc on sent déjà une belle progression entre ce que tu faisais en 2008, où tu étais vraiment au niveau zéro, et là où tu commences déjà à mieux comprendre les volumes, on voit la lumière, compréhension des matières, tout ça. Ouais. Il y a eu pas mal il y a eu un bon saut dans ce truc. Ouais. Je pense d'ailleurs que c'est à peu près à cette époque-là que j'ai dû commencer à te connaître. Ça devait être à cette époque-là que je commençais à être vraiment prolifique aussi, ouais, sur Café Salé. Ah, je me rappelle de celle-là. Ouais, moi aussi. J'aime bien le design encore. Il est pas tout moche. Ouais. Après, ça manque un peu de variation. Puis je me demande pourquoi il tient son flingue comme ça a aucun sens. Je crois que j'avais déjà fermé la main, j'avais la flemme de la refaire. Et du coup, je voulais le mettre. Ouais, je me disais bien, soit il a écrasé la partie métallique dans sa main, soit. Ah, mais Ouais, c'est. Je crois que Pourquoi c'était juste une histoire de flemme, en fait. Ouais, c'est pareil. Là, j'étais encore dans mes ombres, en fait, noir. pas. Un peu trop noir, ouais. Gris, ouais. Ah, mais il y a déjà quand même une sacrée progression.
en l'espace de seulement un an et demi. Bon, on retrouve la forme phallique, par contre, là, je te félicite pas. Oh. Ouais, j'arrête. Et ouais, ça c'était 2009. Donc ouais, j'avais commencé à comprendre pas mal de trucs. 2010, c'était une grosse année pour moi, celle-là. C'est l'année où j'avais commencé où j'ai été publié sur l'artbook Café Salé d'ailleurs. Ouais. Ma première publication. Bon, ça c'était quand j'étais un peu en mode autiste. Je vais dessiner plein de trucs en line, alors que je déteste la line. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ça t'a quand même servi finalement ou... Bah non, parce qu'après j'ai pas continué. Du coup. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment, je vais faire de la line. Travail en ligne. Ouais, j'avais fait celui-là. Celui-là, c'était une collaboration avec Darkos, un gars du Café Salé. Un gars qui je crois qu'il faisait de la peinture tradie aussi. Et il est toujours super bon, ce gars. En tout cas, le résultat est vraiment top. Hein. C'est pas pris une seule ride. Ouais, c'est marrant. Ouais, celui-là aussi. Ah, je me rappelle bien. T'es content de ça. Ah, celui-là aussi, il était fier. Avec la petite texture au sol qui allait bien et tout. Ah non, ça, voilà, il y a une sacrée progression en seulement 2 ans. Hein. Ouais, Ah, ça commençait vraiment à venir. Ouais. Des petits sketchs aussi. Je travaillais beaucoup en tradi aussi. Je faisais beaucoup de sketchs à cette époque-là. Ouais, c'est intéressant. Du coup, tu faisais les deux en parallèle ou Ouais, souvent c'était 2010. Ouais, je faisais un peu des deux en parallèle. Je me souviens plus trop comment je fonctionnais d'ailleurs. On va voir les sketchs aussi. Une bonne question en fait. Ouais. Ouais, je sais plus. En tout cas, t'as jamais complètement lâché le crayon de papier, quoi. T'es toujours resté un peu proche du produit. Non. Mais même si je l'utilise vraiment pas beaucoup, je pense que ouais, tu griffonnes toujours un peu quelque part. Enfin là, ça fait longtemps que j'ai pas griffonné quelque part. Des fois, ça me manque en fait. Donc, du coup, j'y reviens assez facilement. J'essaie de trouver des fois des groupes près de là où j'habite qui dessinent en plein air ou trucs comme ça. Ouais. T'en as souvent en fait. C'est pas dur à trouver, je pense. Ouais, j'étais beaucoup sur les valeurs aussi. Volume et valeur, je pense. C'était avec Lucide. Excellent. Un membre du Café Salé aussi. Il avait fait tout le sketch et qui était très chouette. Ouais. Le design est déjà très sympa en tout cas. On sent que t'étais déjà le design par le côté obscur du design. Mais le design n'était pas de moi pour celui-là. Le design était, enfin toute la line, parce que c'était une line à l'époque, à l'origine. Mais même sur tes précédents, hein, je trouve que ça se sent quoi. T'essayes toujours d'avoir une originalité dans tes personnages. Un truc que je trouve que j'ai beaucoup plus perdu, c'était test, que j'ai beaucoup plus perdu maintenant. Peut-être parce que je suis trop conditionné un peu par l'univers du jeu vidéo. Ouais. Mais je trouvais que j'avais beaucoup plus de facilité à sortir des designs originaux à une certaine époque. Bon, pas à cette époque-là encore, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore plus dans le rendu, dans le volume et tout ça. Mais bon, ça c'était après Avatar, la sortie d'Avatar, je crois. Ouais. J'espère que je reconnais à peu près les films qui sont sortis. En tout cas, c'est très sympa déjà. Hein. C'est déjà. Puis après, rapidement, 2011, c'est là où j'ai commencé à prospecter, mais il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'était pour un boulot. Je voulais prospecter une agence qui faisait du outsourcing, je crois. Il m'avait fait passer le test, mais bon, il n'était pas passé. Mais j'étais content quand même de mon truc. Ok. Ouais, puis quelques créas. Je commençais à comprendre un peu plus de choses. Là, je me suis lancé plus dans le design, je pense aussi, à cette époque-là. Le volume, je commence à capter. Maintenant, je vais essayer le design un peu plus. Et puis on arrive à 2012. 2012, pas grand-chose. Parce que je crois que à partir de là, je commence à bosser aussi à Gameloft. Donc tu vois, la production, elle a vraiment diminué. Ouais, j'avais forcément. Beaucoup moins de boulot. Mais je pense que parallèlement, tu as quand même gagné en niveau, puisque justement, tu dessinais tous les jours dans le studio. Exactement. Juste moins de temps pour les créas personnelles. Ouais, 2013, je crois que ça a été l'année où j'ai commencé à faire du photobashing. Intéressant. Ça, c'était vraiment fait rapidement. Je crois que c'était 25 minutes, un truc comme ça. Ah oui, c'est rapide. Ouais. Ah, sympa ces designs. Ouais, j'avais mis aussi. Celui-là aussi.
Voilà, c'était vraiment le début du photobashing en fait. Photobashing pour si vous savez pas, c'est tu peux l'expliquer peut-être. Oui, bah c'est le fait d'intégrer des textures photos et des éléments photographiques à un digital painting et ensuite repeindre par-dessus, remixer avec de la photo jusqu'à être assez satisfait du résultat. Mm. Je pense que ça résume à peu près la technique. Oui, c'est ça. C'est du du collage quoi un peu. Ouais. Du coup, je pense, ouais, on sent que tu as toujours été quand même vachement plus attiré par les personnages, un petit peu les véhicules aussi, mais quand même vraiment les personnages. Ouais, un peu, je sais pas. Pourtant, c'est pas là où il y a le plus de boulot. Hein. Ah ouais? Parce que les personnages dans un jeu vidéo, ils sont assez limités, quoi. T'auras, je sais pas, on va dire un héros principalement. Tu vas avoir peut-être 4-5 personnages non jouables, c'est qui donnent des quêtes ou je sais pas, peut-être un peu plus, mais pas tripettes. Mais on va dire par exemple 4-5 et on va dire 10 monstres, bah, par exemple. 10-15 sortes de monstres avec itération. Hein, je parle, Ouais. c'est-à-dire que tu as des couleurs qui peuvent varier, tout ça. Oui, les évolutions de monstres, etc. Si on prend ça en base, combien d'environnements on va avoir? On va en avoir beaucoup plus. Généralement, le ratio, il est... Après, ça dépend quel type de jeu, mais genre un jeu d'aventure classique, il dirait, tu vas avoir... Tu regardes Tomb Raider, par exemple. Un Ouais. jeu comme Tomb Raider. T'as une héroïne. Et t'as quoi? T'as, on va dire, 20 types de personnages et de monstres. Tout compris. Donc t'as les militaires, t'as quelques dinosaures, des trucs comme ça. Par contre, le nombre d'environnements qu'on te lève, il est impressionnant, quoi. T'as Ouais. beaucoup plus d'environnements à faire. Donc, finalement, être concept artiste plus axé sur l'environnement, beaucoup plus de chances de déboucher un travail rapidement, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. Là, je dis, les personnages, t'en as toujours moins, et en plus, Ouais. ils préfèrent les donner à des gens qui ont de l'expérience déjà, parce qu'il y a beaucoup de règles sur les personnages, autant pour techniquement que pour la 3D, que pour la lisibilité du personnage aussi. À l'écran, in-game, quoi. Ouais. Voilà. Et Ah, très sympa cet environ là. ouais, j'en étais content aussi. J'adore les variations de couleurs, là, c'est vraiment top. La perspective aussi est cool. Peut-être un peu trop forcé pour le coup, mais Ouais, bah disons que le personnage et le cheval ne suivent pas la perspective verticale. exact. Mais bon, c'est quand même très sympa. Ouais, pareil volume. Ouais, j'ai changé un peu, j'ai fait du cartoon. Ouais, c'était pour mon neveu qui venait de naître, donc je lui ai dit, ça peut être cool de faire un truc sympa. Ouais, sympa. Et ben, moi faire du cartoon, ça veut dire qu'il fallait vraiment que ça vaille le coup. Hein. Course de cochon. Bon, ok. Mais oui, une course de cochon, forcément, c'est bien ça. Et le photobas, justement, en parlant, bah, ça me donnait des trucs comme ça, quoi, au final. Avec l'expérience que j'ai maintenant à l'utiliser. Ça, ouais, on sent que les rendus sont quand même vachement plus détaillés, plus proches, effectivement, de la photo. Sans pour autant que ça gêne la lisibilité. Voilà, exactement. Bon, on est plus limité, je trouve aussi au niveau créatif. Mais par contre, ce serait, par exemple, très bien pour du cinéma. Enfin, pour faire des costumes au cinéma d'orque, cette technique-là fonctionne très bien. Ouais, parce que tu as tout de suite les textures qui sont, les matériaux, données en information. Et tu sais que c'est pas des choses infaisables, quoi, non plus. Mmh. Pour le jeu vidéo, c'est bien aussi. Hein. Si tu as un univers assez réaliste, presque cinématographique, c'est tout à fait jouable aussi. D'accord. Tiens, moi je conseille toujours à mes élèves de ne pas commencer par le photobashing. Tu auras peut-être un avis différent du mien, mais c'est vrai qu'en général, je préconise quand même de maîtriser un petit peu justement les valeurs, les fondamentaux, avant de vouloir passer au photobashing, aux textures photo, pour ne pas trop dépendre justement des photographies et se retrouver piégé par le réalisme et le degré de détail des photos par rapport à ce qu'on a envie de peindre. Et comment tu te situes toi par rapport à ça? Ah bah je suis d'accord, en fait, il y en a qui ont essayé de faire du photobashing avant de savoir dessiner, ils se sont plantés. Généralement, c'est ce que tu trouves dans les mauvais photomontages, quoi. Ouais. C'est dans la section mauvais photomontage avec très peu de goût, c'est ce que tu trouves généralement. Ouais. Et il faut d'abord, comme tu dis, savoir peindre. Le photobashing, parce qu'en fait, on s'en rend peut-être moins compte comme ça quand tu vois le produit final, mais je dirais que 80% c'est quand même du painting, quoi. C'est repeint.
en fait. Il y a très peu de choses qui sont d'origine, en fait. Tu vois, j'utilise un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, mais même toi, ce morceau d'armure-là, il a été en majorité repeinte. Il y a que quelques éléments, en fait. C'est celui-là, je l'ai bien réutilisé. C'était un casque à l'origine, on remarque aussi. Excellent. Mais j'ai mis un peu de texture. ouais, il y a quelques éléments, tu vois, les petits éléments qui prendraient énormément de temps à détailler, par exemple celui-ci. Ça, c'est photobâché, mais le reste, c'est peint. Et puis beaucoup de choses qui sont repeintes, en fait. Mais ouais, c'est ce que je dis toujours dans mes cours, mes vidéos. C'est que c'est un petit peu comme les custom brush, finalement. C'est un raccourci. Ça nous fait gagner du temps sur certaines tâches, certains éléments, mais ça va sûrement pas faire 80% du boulot. ouais, ça fait pas le boulot à votre place, quoi. Donc, Ouais. non, il faut ça. En plus, moi, la façon un peu dont je l'utilise aussi, c'est pour me donner une base du niveau de détail que je voudrais atteindre. Grosso modo, si je peignais de A à Z, enfin, j'aurais du détail, mais pas autant. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles je peux pas penser. Tu vois, les petits rivets par-ci, par-là. Ça peut être tu vois, des choses comme ça, là. Des coupes. J'y penserais pas moi-même. Je me dirais, ouais, je pourrais en avoir ici, aux éléments où ça a du sens. Par exemple, je pourrais en avoir là, en bas de la robe ou du vêtement. Mais avoir en plein milieu du vêtement, je n'aurais pas forcément pensé. Ouais. Donc ça me donne une idée, et ça me donne une idée du niveau de détail que je veux pour pour tout le painting, quoi. Ce genre de petites coutures qu'il y a ici, que je vais retrouver peut-être autre part, parce que je me dis, ah tiens, je les avais là tout à l'heure, ce serait bien de pouvoir les remettre quelque part, ce genre de couture. Ouais. Pour donner un niveau de détail et que ce soit consistant, en fait. D'accord. Ouais, que moi j'aime bien aussi utiliser quelquefois un peu de photos pour apporter en fait des variations de couleurs. Moi je trouve ça intéressant aussi pour varier, apporter quelques teintes auxquelles tu aurais sûrement pas pensé naturellement. Exactement. Toi, par exemple, très joli design. J'utilise du photobâche ici, mais c'est plus pour toi des petits éléments comme ça, quoi. Ouais. Ah, c'est discret. Ouais, mais ça donne un petit cachet aussi. Ça donne un petit côté un peu plus réaliste que j'aurais pas forcément pu avoir aussi facilement. Ouais, alors tu aurais dû passer des heures et des heures. Ouais, voilà. En tout cas, belle évolution entre 2008 et 2015. Sacrée évolution. Ouais. Et je pense que c'est rassurant aussi de voir que comme tout le monde, t'es vraiment parti de zéro, quoi. Finalement, tu savais pas dessiner, t'avais pas un don particulier pour ça, mais t'as juste travaillé, t'es donné du mal et puis ça payait, quoi. Ouais. Quand on passe de ça à ton dernier vaisseau de 2015, ouais, c'est. Ouais, c'est bien de voir l'évolution aussi, quoi. Mais c'est pareil, hein, c'était beaucoup de taf. Pendant 3 ans, j'avais presque pas de vie sociale, en fait, grosso modo, à part la famille de ma femme et ma femme elle-même. Ouais. Très peu de vie sociale, je sortais à peine une fois par mois. Encore que c'était pas tous les mois. Et c'était du boulot 14 heures par jour facile, hein. Ah, donc un sacré sacrifice quand même, hein. Oui, voire plus que 14 heures. Des fois, parce que je faisais des nuits blanches, je dormais que 4-5 heures. Et ça pendant 3 ans, quoi. Pas de week-end. C'est limite pas sain. C'est pas sain, mais c'est. Ça paye. Ouais, parce que des fois j'avais un rythme tout pourri aussi. Je me levais à 2 heures de l'après-midi, je commençais à bosser, je bossais une plus grande partie de la nuit, je me couchais à 10 heures du matin par exemple, et j'enchaînais, je me réveillais à 15 heures après, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais par contre, je regrette pas d'avoir poussé autant et d'avoir, je sais pas, oublié de vivre un peu socialement pendant 3 ans. Ouais. Parce que ça m'a permis de faire déjà le boulot que j'avais envie de faire. C'est-à-dire ne pas aller le matin à la boîte en se disant faut que j'aille travailler et tout ça. Se dire aujourd'hui je vais faire ça. Bon, il y a des jours où c'est moins réjouissant parce que tu sais ce que tu as à faire et que c'est pas cool. Mais la plupart du temps tu vas au boulot sans trop te poser de questions, quoi. C'est déjà rien que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Parce que ça va te suivre pendant plus que 3 ans. Hein. Ça va te suivre pendant le boulot que tu as choisi. Ouais, c'est sûr. Ouais. En quelque sorte, finalement, tu as un petit peu réalisé ton rêve, non? Je pense que c'était un peu ton rêve pendant longtemps de devenir concept artiste et d'en vivre. Bah ouais, pendant 3 ans. C'est quand même fantastique. Donc en 3 ans, c'est faisable. Enfin, 3-4 ans, c'est faisable. En se donnant les moyens, puis en étant intelligent dans la façon de procéder.
T'es passé par quel mode alors finalement? Par le mode produit? Alors bizarrement, j'ai suivi aucun des trucs que j'ai fait tout à l'heure. Excellent. Je suis pas passé par le mode, enfin, je suis passé ici par le mode incrustation. D'abord et ensuite produit. Oui, alors que j'aurais dû faire produit quasiment. Ok. Mais je sais pas, j'y vais au feeling un peu, donc je peux pas dire vraiment. Ah, de toute façon, il y a pas de règles à suivre. C'est ça qui est bien, hein, c'est que on peut arriver au même résultat en faisant une dizaine de procédés différents. Exactement. Et enfin, c'est souvent que j'utilise vraiment pour me donner une petite base aussi les modes produits incrustation. Une petite base colorée sur laquelle commencer. Et après, généralement, je repeins tout, quoi. Ouais, je suis un peu comme toi aussi. Ouais. J'aime bien quand même garder le contrôle des couleurs à partir d'un certain moment. Ouais, je pense aussi que c'est important. Le problème, c'est que si tu utilises trop les modes, tu contrôles sur les modes d'incrustation, t'as tendance à perdre le contrôle, et puis souvent tu peux avoir des rendus, alors soit qui sont complètement cramés, Ouais. À force de réutiliser, c'est au-dessus, enfin les uns au-dessus des autres, les modes de fusion. Ouais, je suis complètement d'accord. Ou alors soit tu vas avoir des couleurs qui sont délavées, enfin ouais, je sais pas. Je pense que c'est mieux de garder un peu quand même le contrôle aussi. Ok. Alors, j'ai une nouvelle question pour toi. Alors, je sais que depuis peu, tu es devenu papa. Oui. Et je voulais savoir, forcément, ça remet ça remet en cause, pardon, pas mal de choses, j'imagine, dans ta vie, en termes d'emploi du temps, peut-être même ta vision de la vie, comment tu vois les choses. Est-ce que ça a influencé ton métier, ta passion de concept artiste? Pas forcément. Je pense pas, non. Je pense que ça reste assez personnel, le fait que, enfin, ça influe sur ma vie personnelle, mais pas professionnelle, on va dire. Mais là, en ce moment, je bosse de la maison, comme je disais, à distance. Ouais. Alors, Du coup, c'est c'est vrai pas que, trop dur. du coup, c'est marrant parce que je la vois beaucoup plus souvent. Elle est marrante. Surtout à cet âge-là, ça commence à vraiment être très très drôle. Ouais. Mais disons que ouais, bon, elle est un peu trop vivace, du coup, elle a tendance à claquer, enfin, à défoncer ma porte de mon bureau ou quoi que ce soit, à venir en trompe. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour la Bien le côté d'un berserk. Ouais, c'est ça, c'est pas une tendre. Et c'est pas complètement évident pour la concentration, mais je sais que c'est temporaire parce que après je vais être en studio, et quand je suis en studio, généralement quand je rentre du boulot, j'en profite un peu avec elle, puis ça, après tu la couches. Une fois qu'elle est couchée, tu fais ce que tu veux. Donc, d'accord. Ah, c'est intéressant parce que ça, j'avais une fois regardé, je crois que c'était une interview d'un artiste, bon, ça remonte, mais qui disait que une fois qu'il avait eu ses 2 enfants, en fait, au début, il peignait des univers de dark fantasy principalement. Alors, je pourrais plus du tout me rappeler quel était cet artiste. Et en fait, il était vachement influencé par la naissance de ses enfants. Et après, il a commencé à vouloir dessiner des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus colorées, et des choses beaucoup plus pleines de vie. Et il disait que c'était vraiment, en fait, le fait d'avoir eu des enfants qui avaient complètement changé ses inspirations et son univers. Ouais, ce qu'il a pas dit, c'est parce qu'en fait, il vivait dans un monde de dark fantasy au jour par jour avec les enfants. Il a besoin d'autre chose. Ah, d'accord. Non, mais c'est possible, hein, ouais, je sais pas. Moi, ça me l'a s'échapper, ouais. Il vit un enfer tous les jours. Ah, t'es bien cruel. Non, moi, ça m'a pas spécialement changé personnellement. Ça doit dépendre des gens aussi. Oui, je pense aussi. Ouais. Plus d'affinité avec les choses colorées, mais j'aime bien quand même mon univers un peu dark fantasy aussi. Non, ça m'a pas spécialement chamboulé. Ah, d'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toute personne qui rêverait d'être concept artiste? Ouais, pour démarrer ou plus général? Du conseil généraux. On va commencer par là. Ok. Déjà, vu que c'est francophone, on va dire que vous êtes tous en France. En France, il y a hélas pas grand-chose. Je sais que ça commence à se développer, le secteur du jeu vidéo. Mais il y a vraiment pas grand-chose, donc il faut à bouger, quoi. Ouais.
vous voulez être en studio. C'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est même en Espagne. Pourquoi pas en Asie, hein. L'Asie se développe aussi pas mal. Que ce soit Corée ou Chine, il y aura sûrement à prendre. Hein. Et, donc déjà, faut être mobile, c'est sûr. Si vous comptez rester proche de la famille et enfin, voilà, proche de chez papa, maman, c'est mal barré généralement. Ouais, faire des choix. Pour ceux qui voudraient commencer tard, par exemple, ils disent oh, j'ai déjà 30 balais, j'ai déjà un gosse, ça sert à rien, je pourrais jamais y arriver. Ça c'est faux. Vous pouvez toujours le faire. J'en connais quelques-uns qui bossent dur et qui sont en train de vraiment monter. Et je pense qu'il y en a déjà qui sont montés. Il y en a des gens qui ont réussi leur boulot et ça. Donc c'est totalement possible. Et bouger avec les enfants, c'est aussi possible. On va bouger bientôt. On a déjà bougé. On va continuer à bouger aussi. Ouais. Ah, super intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que c'est souvent des freins qu'on se met, met soi-même, et on se trouve finalement c'est des excuses qu'on se trouve, et on se rend compte que lorsqu'on veut vraiment, bon bah c'est peut-être une difficulté supplémentaire, mais c'est pas en soi un frein, quelque chose qui va t'empêcher d'accomplir ce que tu veux. Non, c'est pas un frein, c'est plus une excuse un peu qu'on se donne à soi-même. Après oui, je suis conscient qu'il y a toujours le côté oui, mon conjoint travaille et tout. Ça c'est vrai aussi, c'est important, mais bon après faut voir. Hein, si vous trouvez un boulot autre part qui est bien payé aussi, ça vaut le coup de dire au conjoint bah écoute, tu vas prendre une petite année sabbatique là, et c'est moi qui vais bosser en attendant. Ouais. Et le temps que tu trouves un truc dans le nouveau pays. Mais ouais, faut être super mobile en fait. Puis c'est super intéressant d'être mobile, ça ouvre vraiment l'esprit quoi, de voyager un peu. D'accord. Ça a vraiment influencé ton inspiration, ta bibliothèque, enfin ta librairie visuelle, ta bibliothèque visuelle, des choses comme ça. Le fait justement de voyager, de changer de pays. Pas spécialement, parce que je visite pas grand chose déjà d'une. Ouais. Dommage. Ouais, non, je suis pas très visite. Moi, je préfère aller dans les bars et puis profiter avec les gens, enfin les locaux, tu vois. Je suis plus attiré par ça que visiter des trucs qu'on peut voir sur internet en meilleure qualité, quoi. Sans tous les touristes. Ouais, je sais pas, je suis plus personne, enfin, pas rencontrer des gens, mais je suis plus, ouais, bouger, ça ouvre beaucoup l'esprit, mais c'est plus au niveau personnel et les skills, j'ai envie de dire sociaux que du taf, quoi. Le boulot, je sais pas, ça, tu vas sur internet, tu vois toujours des belles images de partout, donc je crois que t'es déjà pas spécialement inspiré, mais c'est beaucoup de choses que tu connais déjà, ce que tu vois. En fait. Ouais. T'as déjà vu, je sais pas, peut-être que t'as jamais été au Japon, mais t'as déjà vu 50 000 images du Japon. Donc, oui, bien sûr. Si tu y vas, tu vas dire ah bah c'est bien, j'y suis. Mais finalement, ce qui va te dépayser, c'est pas l'architecture ou quoi que ce soit, c'est juste l'ambiance, les ambiances, les gens, les choses. D'accord. Ah, c'est intéressant. À voir sur internet, grosso modo. Ouais. Et s'il fallait avoir certaines qualités requises pour devenir concept artist, ce seraient lesquelles? Une bonne ouverture d'esprit déjà. Faut quand même être ouvert à vraiment plein de choses. Surtout à la critique, c'est important. Ouais. Pouvoir se remettre en question aussi facilement. C'est toujours évident, et je dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais dire que des fois notre idée c'est de la merde aussi. On n'a pas réussi à vraiment voir. Non, puis être assez flexible pour pouvoir passer d'une tâche à l'autre rapidement, faire une modification très rapidement. Donc être rapide, ça c'est quand même un des points clés de ce métier, c'est d'être très rapide en production. Alors oui et non. Alors du coup je disais en vitesse, ça dépend en fait. Là où tu as besoin de vitesse, c'est quand ils te demandent des petits trucs rapides à faire en fait. Genre bon bah pour ce soir on a une petite présentation à faire machin et il nous faut par exemple comment dire, j'essaie de trouver le mot en français en fait le terme, un peu une image comme si c'était à l'intérieur du jeu, comme si tu y jouais, un screenshot quoi. D'accord. Et sauf que on a aucun élément, on a rien à te filer, on n'a pas de base à te filer. Donc en gros vu que c'est en interne, souvent ce que je faisais c'est reprendre des morceaux d'autres jeux, de les assembler tout ensemble, de faire genre c'est un faux écran de jeu vidéo.
Alors des fois on a des assets. La dernière fois on avait quelques assets, on faisait des rendus sur un autre soft. On avait des modèles 3D, puis on les implémentait dans une scène plus ou moins. Ouais. Après on les fait un niveau de rendu et de polish pour que ça ait toujours l'air d'être 3D, mais de la bonne grosse 3D, c'est de la 3D genre Next Generation, PlayStation 4, PC compagnie, alors que on était sur du mobile quand même. Ouais. Ça arrive assez fréquemment d'avoir ce genre de choses à faire, et généralement la deadline elle est assez courte, c'est genre la journée quoi. Ah ouais, t'as la pression là. Ouais, et mais pour le concept pur de production, j'ai jamais eu de grosse pression comme ça. À part peut-être au tout début, ou parce que j'avais 4 ou 5 artistes 3D qui n'avaient rien à faire, parce qu'il n'y avait pas encore de concept art. Donc du coup, il fallait se grouiller un peu pour leur filer du taf, quoi. Mais après ça, généralement, ça se passe pas au jour le jour, donc en fait, finalement, t'as le temps de voir venir les choses, quoi. C'est juste vraiment ce genre de petite requête marketing Ouais, je vois les trucs de dernière minute à faire pour le jour même, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'en avais beaucoup, en tout cas, ce genre de choses. D'accord. Bon, je pense que ça dépend beaucoup du studio et de l'organisation. Oui, exactement.
Bon, Pierre, je te remercie d'avoir participé à cette interview, d'avoir répondu à toutes mes questions pendant ce long moment passé ensemble. Oh oui. On sent que tu as souffert là. Ah là, tiens, j'étais sur mon fauteuil là en train de dessiner, c'était dur, hein, j'avoue. Bon, écoute, encore merci en tout cas d'avoir participé. Je suis sûr que tous les conseils que tu as donnés, toutes les infos vont sûrement être utiles à pas mal de monde. Bah, j'espère. Donc je te remercie, j'espère qu'on se reverra sur digitalpainting.school et je te dis à bientôt. À bientôt et puis bonne chance et bon courage. Merci. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.